Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, que rien n'arrête, pas même les microbes et pas même le droit des gens à manifester un dimanche, lol. Voilà, donc on commence à l'heure, c'est bien. Les amis, cette semaine, programmation exceptionnelle, car nous avons une nouvelle tête en plateau. Bonjour à tous. Chloé, comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute Karel, ça me fait très plaisir d'être là. Un peu de stress, mais je pense que votre compagnie compense amplement cette petite peur d'être à l'écran pour la première fois. Voilà, plus de peur que de mal, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu es aux côtés de Christophe. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. Alors, on rappelle que tu es chroniqueur sur Strip Track. Pardon, Strip Track, et ouais, c'est un titre un peu loin, enfin un peu compliqué à dire. Strip Track, parce que le slogan c'est l'émission qui déshabille la bande dessinée. Ah, très très bien. Donc tu es un spécialiste de la bande dessinée franco-belge ? On va dire que je lis un peu aussi de manga et de comics. Je suis moins spécialisé dans le domaine, mais en tout cas j'en lis, et c'est vrai que j'ai un petit historique en termes de franco-belge. Très très bien. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Cédric qui se dandine. Ouais, ma petite beauté, ça va ? Impeccable. Ça la rassera cette année. On va y aller. Ah, tu te sens plus. Qu'est-ce que tu es allé voir au cinéma cette semaine pour être comme ça ? Ah bah je suis allé voir Glass, un film qui parle justement de schizophrénie. Ouais, qu'est-ce que tu racontes ? On avait dit qu'on le faisait pas ici. C'est bien d'avoir 9 ans toute sa vie. Bon. Quelqu'un vient d'aller le voir. Oui, je l'ai vu hier soir, on en discutera après. Toi Chloé, qu'est-ce que tu as vu cette semaine ? Moi j'ai vu Silent Voice, qui est un film d'animation japonais qui a été réédité très très dernièrement en Blu-ray et en DVD. Donc je vous en parlerai peu après. Chez Kazé, parce qu'il paraît effectivement que ce sont les critiques du jour. Je vois ça, c'est marqué sur le conducteur, je savais pas du tout. Oh là là, c'est incroyable. Quelle coïncidence, c'est incroyable. Bien fait cette émission. C'est incroyable. Et Christophe, tu es avec nous pour parler évidemment de Tintin dont on fête les 90 ans et dont on fêtera les 90 ans à l'occasion du Festival d'Angoulême la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un bel anniversaire pour un numéro 80. Voilà, seulement 80. Mais on compte arriver jusqu'au 90. Vous inquiétez pas, les amis, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL et sur le chat du Twitch, on vous lit. C'est parti, épisode 80. C'est parti pour les news. Et on commence avec les déconvenus d'Electronic Arts. Les amis, Electronic Arts qui n'en finit plus d'enchaîner les gadins avec Star Wars et qui annule son projet Open World. Voilà, donc pour rappel, c'était le jeu qui était prévu initialement au sein de Visceral Games sous la direction de Amy Hennig, co-créatrice d'Uncharted, avant la fermeture du studio par EA en 2017. C'est Jason Schreier, décidément, de Kotaku, qui nous rappelle que le jeu aurait été transformé en projet Open World et annulé par le studio. Un communiqué d'EA a été véhiculé dans les heures qui ont suivi, rappelant que les éléments du jeu seront quand même recyclés dans d'autres projets. Mais bon, il ne parle pas d'annulation dans la mesure où le jeu n'a jamais été annoncé. Donc il se rattrape un petit peu comme ça. Tout en rappelant que EA a encore 2 autres titres Star Wars dans les cartons, à savoir Fallen Order et Respawn, et qu'on a hâte d'en apprendre davantage à l'occasion sans doute de l'E3. Incroyable. Est-ce que vous attendez Star Wars chez EA, une de plus, j'ai envie de dire ? S'en fout, non. Non, mais je pense que concrètement, pour aller très vite, Disney, je pense que, à mon avis, d'ici 1 ou 2 ans, on va découvrir qu'ils ont un studio à eux, maison, et qu'ils veulent gérer le truc en interne. Comme beaucoup de leurs licences, comme beaucoup de leurs produits, ils veulent tout gérer, quoi. En l'occurrence, c'était récupéré par EA Vancouver, donc c'était leur studio canadien, et donc c'est juste une gestion peut-être un petit peu erratique de la licence. Vous en attendez encore d'autres de Star Wars chez EA, ou est-ce que c'est symptomatique d'une mauvaise gestion de la saga à grande échelle, que ce soit par Disney ou par EA, ou un transmédia qui se fait pas forcément très très bien ? Christophe ? Déjà, on attend plus de nouveaux films, alors. Je sais pas, peut-être qu'on attend Star Wars 9 autour du plateau. Ouais. Je sais pas. Non, oui, non. Ok. Non, perso, non. Bon, même derrière la vitre, ils sont pas d'accord. Très bien. Bon, du coup, Chloé, tu vas prendre la parole pour ta première news. Exactement, on va enchaîner sur Disney parce qu'on a eu quelques nouvelles de la fusion entre Fox et Disney. Le contrat devrait être finalisé en mars techniquement, et on va continuer sur des mauvaises nouvelles, un peu comme toi, Karel. Quelques annulations à prévoir parce que Fox avait prévu de produire Gambit, Doctor Doom, qui ont été officiellement annulés. Et le film X-Force également était en cours de production, mais avec cette finalisation de contrat entre Disney et Fox, les droits de X-Force et donc de tout ce qui traite aux X-Men va revenir chez Marvel, qui appartient à Disney.
Ce qui fait qu'il est possible que Disney reprenne X-Force, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles. En tout cas, Fox laisse tomber ça. Et on a un petit témoignage de James McAvoy, du coup, on commence à bien le connaître, on en reparlera plus tard, qui lui est pas trop fan en fait de ça. Il commence à avoir un petit peu peur parce qu'il voit pas trop comment concilier les univers X-Men et tout ce qui est Marvel Avengers. Pour des petits points, par exemple... Prenons juste que les Avengers, c'est une poignée de super-héros qui sont super appréciés du public, alors que les mutants sont des personnes qui ont des anormalités qui se présentent et qui sont presque persécutées par la société. Des mutations. Des mutations. Tu ne juges pas les gens. Non, je ne juge pas les gens. Oh mon Dieu. Après, certains sont mutants. Ce qui fait qu'à voir ce que ça va pouvoir donner, il semblerait qu'il y ait déjà des solutions qui aient été prévues pour que les deux univers puissent se concilier assez facilement, mais à voir ce que ça va pouvoir donner. Merci Chloé pour ce petit tour d'horizon. Effectivement, peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce qui pose problème, c'est pas la classification, la tranche d'âge à laquelle peuvent s'adresser X-Force, Deadpool et peut-être les projets X-Men qui étaient un peu plus mûrs, un peu plus matures que ce que faisait Marvel avec son MCU. Ouais, c'est possible aussi. Après, on va voir si la patte de Disney justement va se faire ressentir justement sur ce côté enfantin ou non. Cédric, je te vois rigoler. C'est pas du tout mature, les X-Men, c'est des films de merde. J'ai toujours détesté. Non mais c'est une honte ces films. Ça a toujours été une honte. Le plus potable, honnêtement, c'était First Class qui était le plus intéressant. Puis après, il y a encore ce saleté de Singer qui est revenu. Non, je déteste Singer en fait aussi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis peut-être pas le plus crédible. Je suis en train de tout détruire, Karel, je suis désolé. Non, mais t'inquiète pas, mon amour pour Days of Future Past reste inébranlable. Je te suis, Karel, sur ce sujet. Et le rock cut, monsieur. Oh là 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 là. Alors, du coup, il y a The Maniac sur le chat qui me dit que c'est le bazar, effectivement, que ce soit chez Disney comme en plateau. Christophe, peut-être une petite réaction? Ah non, pareil, là, c'est honnêtement... J'attends de voir ce qui tombe, mais tout ce qui est gestion actuellement de licence est très compliqué et c'est vrai qu'on est plus dans des projets marketing que dans les projets d'auteur et ça franchement c'est vraiment problématique. Enfin, pour moi ça me pose un problème et maintenant je préfère faire abstraction et quand il y a un truc qui tombe bien, tant mieux et le reste ça passe. Mais surtout, moi je finis sur ça, mais il est un peu débile McAvoy parce que ça fait 90 ans que... Non mais les comics ils existent depuis les années 60, les X-Men ils ont toujours été persécutés, les Avengers ont toujours été glorifiés, donc je vois pas pourquoi il dit que c'est pas compatible parce que concrètement dans les BD ça a toujours été la problématique même en fait, c'est qu'il y a des gens qu'on met au nu et il y en a qu'on met en bas. Le truc intéressant est là-dedans en tout cas. D'autant qu'il y a un crossover X-Men versus Avengers, donc a priori, voilà, c'est faisable, on va dire. Puis avec les bails de multivers, maintenant tout est possible de toute façon. La fusion Disney-Fox c'est peut-être le truc le plus méta de l'histoire du cinéma. On va avancer, Cédric, tu vas prendre une petite news sur Christopher McQuarrie qui signe pour 2 Missions Impossibles. Ouais, c'est une news assez rapide et teasing parce que ça a été annoncé sur Twitter via le compte officiel de Tom Cruise. 2 Missions Impossibles vont sortir en 2020 et 2021. Si mes mémoires de date est bonne. C'est McQuarrie qui re-signe de nouveau. Il avait déjà fait le 5 et le 6. Donc concrètement, on sait rien encore dessus. Les 2 choses qu'on peut ressortir dedans, c'est qu'à mon avis, ça va être la continuité de ce qu'il y a déjà eu dans le 5 et dans le 6 en termes d'histoire, en tout cas de parcours personnel du personnage d'Ethan Hunt. Ça pourrait signer aussi la fin parce que mine de rien, Tom Cruise est devenu Papy Cruise, quoi. Il approche facile des 60 ans. Il va pas pouvoir rester jeune éternellement, bien qu'il fait beaucoup de séances de botoxing pour ça. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que la saga, en fait, à chaque fois, il a changé de réal parce qu'il voulait avoir des personnes différentes aux commandes, et là ça fait quand même 4 films avec un mec, donc je pense qu'il a vraiment trouvé son alter ego cinéphilie, et en tout cas il est fou amoureux de McQuarrie, quoi. Il le fait beaucoup travailler. Puis une question quand même, c'est est-ce que c'est Tom Cruise qui va rester aux commandes, parce qu'il me semble qu'il est question d'une passation. Alors c'est une rumeur, mais est-ce que c'est pas une rumeur de fans? C'est-à-dire que c'est un peu comme dans les Fast and Furious où les gens ils veulent maintenant que ça soit The Rock qui reprenne la licence. Tant que c'est pas officiel, je peux rien dire. Moi, je m'en fiche. Je suis pas un grand fan de Mission Impossible. Je trouve ça intéressant, mais c'est pas fifou, quoi. Je mettrais pas ça blockbuster de l'année, en tout cas, moi. Très bien, très bien. Ça dénonce. Tu restes aux commandes pour nous parler un petit peu du départ de Lee Unkrich qui quitte Pixar. Ouais, Lee Unkrich, c'est le réalisateur de Toy Story 3, de Coco. C'est un des grands réalisateurs de Pixar. Et il part, mais surtout il part parce qu'il arrête le cinéma. En tout cas, il a dit qu'il continuerait pas. Il part pas pour un autre studio, parce que ça me semblait bizarre, parce qu'il était là depuis très longtemps. Ça a l'air de bien se passer, et malgré les problèmes qu'il y a eu récemment à Pixar avec les soucis juridiques de l'assetteur, Krich il est pas inquiété spécialement. Il est pas en tout cas dans les personnes incriminées, donc ça me semblait bizarre. Mais c'est parce qu'il voudrait changer complètement de voie ou prendre sa retraite.
Bah que dire, moi Coco, c'est un des plus grands dessins animés qui a été fait dans les années 2010, je pense, qui est injustement boudé parce que pour les gens c'est un Disney et que automatiquement maintenant il y a une dépréciation, mais le film est beaucoup plus puissant émotionnellement que ce que beaucoup de gens veulent bien le voir parce qu'il a des rapports à la mort, à la famille, un rapport à la tribalité et même aux relations, à la culture hispanique, je trouve, mexico-hispanique, que je trouve très intéressant. Et Toy Story 3, j'ai chialé ma mère, quoi. C'est la conclusion parfaite d'une parfaite trilogie. Est-ce que c'est pas justement peut-être pour exprimer son désaccord avec Toy Story 4 ? Je sais pas, parce qu'en plus il est co-scénariste dessus avec la série. Enfin, en tout cas, ils étaient tous dans la boucle à ce niveau-là. Donc s'ils l'ont écrit, c'est que ils voulaient se faire du pognon. Mais concrètement, Pixar a pas besoin de ça. Donc s'ils veulent l'écrire, j'espère. Je prie qu'il y ait une raison derrière intrinsèque autre que juste l'argent, parce qu'ils peuvent faire tellement mieux. On l'a vu toutes les dernières fois, quoi. Effectivement. Un petit mot pour Pixar et pour Lee Unkrich, Christophe ? Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est un auteur important. Et comme tu disais, pour le Toy Story 3, c'est vrai qu'il aborde des thèmes assez sombres, comme le 3 comme Coco, n'étaient pas les plus marrants. Et c'est vrai que c'est intéressant les thématiques qui étaient dedans. Donc voilà, il est parti, tant pis pour nous. C'est bien dit. Tant pis pour nous. Mais pas tant pis pour Dan Trachtenberg qui réalisera, figurez-vous, vous avez vu cette transition, c'est incroyable. Dan Trachtenberg qui réalisera le film Uncharted, bon gros serpent de mer de Sony Pictures qu'on n'en peut plus d'attendre, qui est passé entre les mains de 15 000 réalisateurs, je crois à peu près tous les scénaristes d'Hollywood se sont cassés les dents dessus. Mais voilà, Dan Trachtenberg a été enfin débauché par Sony Pictures pour réaliser le film. On rappelle que c'est le réalisateur petit protégé de J.J. Abrams qui avait réalisé 10 Cloverfield Lane, ce qui est un choix un petit peu étonnant pour un blockbuster à la hauteur d'Uncharted. On rappelle également que Uncharted Nathan Drake sera incarné par Tom Holland qui joue déjà Spider-Man. Donc est-ce que c'est la coqueluche de Sony Pictures en ce moment? Ils vont peut-être le mettre sur tous leurs films, peut-être ce sera le prochain James Bond, on ne sait pas. Voilà. Et surtout il est jeune, donc ça pourrait être une origin story Uncharted. C'est-à-dire qu'en fait leur objectif c'est de raconter une histoire qui n'a pas déjà été racontée par les jeux, et du coup ça s'intercalerait entre les flashbacks du 3, du 4 et du 1, et du coup et le 1. Donc ce serait une origin story, voilà. Ou en tout cas genre ma première aventure Uncharted, ma première mission, voilà. Et voilà. Peut-être qu'on aura Nathan avec une houppette pour l'occasion, on ne sait pas. Tu avais joué à Uncharted un peu, Chloé, ou pas? Non, moi pas du tout. Pas du tout? Non. Tu préfères jouer à Dragon Ball? Ah, ça, effectivement, surtout qu'on a quelques petites annonces qui sont assez intéressantes cette année. Donc déjà après Super Dragon Ball Heroes World Mission qui a été annoncé sur Switch et qui sortira cette année, on a un nouveau projet qui nous a été annoncé par Bandai Namco qui sera un action RPG sur justement Dragon Ball. On aura plus de détails normalement la semaine prochaine, 26 et 27 janvier, pour l'occasion de la finale des Dragon Ball Fighter Z World Tour, sur peut-être quelques visuels, peut-être quelques détails, mais nous avons en tout cas un logo qui nous indique Dragon Ball Game Project Z. Peut-être que ce sera sur smartphone, plutôt je pense, je sais pas pour vous, autour du plateau. Ça m'a l'air d'un jeu smartphone. On n'a pas plus d'informations que ça, donc à voir ce que ça va donner à proprement parler. Il y en a qui espèrent que ce sera sur Switch, comme son prédécesseur, mais pour le moment, c'est que des rumeurs, donc on ne peut pas encore faire trop de plans sur la comète. À voir, effectivement. Elle s'intègre au conducteur, celle-là très rapidement. On rappelle que Jiren vient d'être annoncé dans le deuxième Season Pass de Dragon Ball Fighters. Voilà, ça passe un petit peu inaperçu. On enchaîne très rapidement, car il est l'heure de finir le point news. Je suis désolé les amis. Nos petites réactions au trailer de la semaine. On a eu pas mal de choses cette semaine. Spider-Man Far From Home, Ghostbusters 3 et John Wick 3. Qui se lance sur quoi? Spider-Man d'abord peut-être? Autour du plateau qui... Spider-Man, allons-y. Est-ce qu'on sait juste, parce que moi j'ai pas trouvé cette info, ça se passe après Avengers ou avant Avengers? Ça se passe après Avengers 4. D'accord, donc c'est débile. Non mais parce qu'en fait moi ça m'énerve parce que beaucoup de gens moi j'aime pas spécialement j'aime bien Marvel, je suis bon public de ces films là, bien que je reconnaisse que ça soit des commandes et qu'il n'y ait pas spécialement de réalisation, de mise en scène, de message, mais Infinity War pour moi la fin est débile parce qu'en fait ils ont tué tous les personnages qui ont déjà une suite de licences à prouver. Et donc là, on sait que Peter, alors qu'on a mis l'accent sur sa mort, m'en fous, total spoiler, il y a 8 mois, la moitié de la planète l'a vu, on met l'accent sur sa mort plus que les autres, genre, Monsieur Stark, il est vivant en fait, donc je m'en branle complètement de sa mort. Ça annule automatiquement sa mort en fait, et je trouve que c'est systématique et symptomatique de la gestion de comment ils font leur prod. Oui, c'est vrai qu'il faudra avoir le nouvel Avengers pour pouvoir ensuite faire revivre les autres personnages, sinon ça va être absurde.
Ouais, c'est un peu dommage effectivement, ou peut-être qu'ils vont faire une Shyamalan et qu'en fait c'est Stark qui est mort. C'est Stark et tous les autres qui sont morts depuis le début. C'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve enfin. Tu l'attends Spider-Man, Chloé ? Non, pas spécialement, parce que moi, contrairement à Cédric, tout ce qui concerne les Marvel, en soi, j'aime bien les X-Men, le reste, ça ne m'intéresse absolument pas, j'arrive pas du tout à accrocher. Voilà, donc on va être assez opposés sur ce plan-là, mais donc... mais moi, je reconnais que c'est pas des bons films en revanche, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai plaisir à les voir. Alors, on a la débauche sur le chat qui nous dit il n'est pas mort, il s'est décomposé. Voilà. C'est vrai. Il n'est pas mort. Damn. Voilà, on peut peut-être le C'est vrai, peut-être qu'on respire un peu de Peter Parker là au moment où on parle. pour ça que je suis tombé Non, malade. mais sinon, après, moi, annonce de Mysterio, je suis intrigué parce que Mysterio, c'est un personnage que beaucoup de gens mettent de côté, qui est souvent ridicule, alors que ça peut être intéressant. Alors, Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal, mais qui sera le copain de Spider-Man contre les Elementals. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est un choix assez étrange, donc on verra ce que ça donne. Réaction peut-être à John Wick 3 autour du plateau, est-ce que vous... Non, parce que j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps d'aller regarder. Pas eu le temps. Bon, petite réaction, petit coup de cœur pour moi personnellement, parce que je trouve que faire une bande-annonce avec Keanu Reeves et Ali Berry qui tirent sur des gens sur une chanson de Jacques Brel, je trouve ça fantastique. Voilà, donc je vous en rejoins à regarder. Bah rien que pour ça, tu m'as convaincu, voilà, je pense à le voir. La quête de Jacques Brel. T'aimais bien le 1 et le 2 ? Ah, le 1 et le 2, moi j'ai adoré le premier, un peu moins le deuxième. Mais là dans le 3 tu as une scène de course-poursuite à moto avec John Wick en cheval contre des motards. Voilà, donc rien que pour ça je veux voir ce film. Très bien. Désolé. Donc John Wick c'est ton Marvel à toi. Oui, complètement. À 2000% tous les jours de la semaine, évidemment, c'est un des films que j'attends plus de l'année. Les amis, c'est fini pour le point news. On me fait signe que c'est l'heure. On va s'écouter, Partie Enemy de Duck Sauce et on se retrouve juste après pour les critiques de Glass et de Silent Voice. À tout de suite. De retour dans Hyperlink et votre cocktail de B2 Pixel avec Chloé qui a compris les habitudes de la maison. Exactement, C'est je me dandine moi aussi. C'est très bien. N'hésite pas à parler bien dans le micro et à le remonter si besoin, car tu vas en avoir besoin, je pense, dans quelques minutes. Mais avant cela, ce sera Cédric qui va faire son petit tunnel pour la critique de Glace. Bah oui, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a des messages sur le chat ? On a Karel et ses germes. Mon Dieu, je vais devenir un mème là-dessus. The Maniac qui nous dit qu'il a bien fait de pas venir. On aurait contaminé tout le studio à nous deux. Partage de germes. Je vais faire ça au boulot demain. Mon Dieu, oh là là. Space Dandine, très bon animé. Très bonne vanne, la débauche. si, Cédric, si. Très bien, bah oui, ça va. Très bien. Bon, les amis, on a perdu assez de temps comme ça. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Alors, Cédric, Glace, est-ce que c'est de la merde? Je savais que t'allais me dire ça en plus parce que j'ai cru comprendre que t'avais pas trop aimé. Toi, on en reparlera après. On en reparlera après, très bien. Alors déjà, on va recontextualiser un petit peu. Alors Glass, on suit l'histoire toujours de Kevin Wendell Crumb, le personnage incarné par James McAvoy dans Split, qui était l'avant-dernier film de Shyamalan, et donc c'est plus vraiment un spoil maintenant, vous le savez, Split c'était la suite d'Incassable, et donc Glass devait être la troisième volet d'une trilogie un peu annoncée, à moitié à demi-mot, à moitié. Oh, en fait, il y avait une trilogie, tenez, c'est cadeau. Donc, c'est la continuité, sûrement quelques mois, voire une année après la fin des événements de Split. Et Kevin est toujours en liberté, mais David Dunn, donc le héros d'Incassable qui était interprété par Bruce Willis, est à sa poursuite. Il veut le retrouver, il va le retrouver et il se fait arrêter avec Kevin par des autorités compétentes de la ville où ils sont, qui les envoient tous les deux dans un asile où, par le plus grand des hasards, se trouve Elijah Price, alias Mr. Glass, ou l'homme de verre en français. Je crois que c'était le bonhomme de verre. Non, l'homme de verre. C'était l'homme de verre en version française. Oui, il m'appelait l'homme de verre. C'est ça, ouais. Et qui était joué par Samuel Jackson. Et en fait, tous les trois vont être mis sous la coupe du docteur Ellie Staple, qui en fait 3 jours avant qu'ils soient envoyés en prison pour leur crime, pour essayer de leur faire comprendre que peut-être que ce qu'ils pensent être tous des dons qu'ils ont, mais en fait ce ne serait pas des dons, c'est explicable par la science, et que les super-héros n'existent pas. C'est le 13e film de Shyamalan, comme je disais, et voilà quoi. Hein. Et je m'aperçois que la bande-annonce spoil quand même allègrement le film, c'est assez incroyable. Oui. Donc on essaiera de pas trop spoiler quand on parlera Moi, du normalement, film. je ne devrais pas spoiler. Voilà, très bien. Alors, le film était très attendu de par sa continuité, comme tu le disais, avec la trilogie initialement commencée avec Incassable. Mais est-ce qu'on sent cette continuité dans le récit ? Alors,
Oui, je trouve que oui, déjà, il y a des arguments, il y a des points qui sont assez indéniables. Déjà, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a le rythme d'Incassable. Surtout la première partie, la première heure, il y a vraiment un rythme, je trouve, comme dans le film original d'Incassable. Mais il y a l'ambiance un peu thriller poisseuse de Split, ça se marie assez bien. En plus, il y a la photo, pour moi, magnifique de, alors, j'ai noté son nom pour pas l'écorcher, Mike Giulakis ou Giulakis. Giulakis, ouais. Ou Giulakis ou Giulakis, qui est qui a fait It Follows, qui a fait le magnifique et indispensable Under the Silver Lake. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, et qui a fait aussi la photo de Split. Donc on est sur une continuité de Split, mais je trouve qu'il a essayé de se rapprocher aussi un peu de la photo d'Incassable. Enfin, il y a un très beau mix des deux qui se marie assez bien. En plus, un truc que je ne savais pas du tout, qui n'est pas trop montré dans la bande-annonce, justement, il y a le retour de tous les acteurs importants, donc les 3 héros, mais les personnages secondaires. Et donc par exemple, là c'est pas un spoil parce qu'on le voit au bout de 5 minutes, mais le fils de David Dunn est toujours là, et il est joué par l'acteur qui jouait déjà son fils enfant, donc ils l'ont fait revenir, et c'est une des grosses surprises parce que je trouve qu'il joue assez bien, c'est assez convaincant ce qu'il donne. Il y a des défauts, mais c'est les défauts qui sont dans à peu près tous les Shyamalan, hein. Il y a beaucoup de dialogues, il y a une over-intellectualisation qui parfois dessert son récit et son propos. Mais après, si vous pouvez passer outre, c'est comme tous les Shyamalan, c'est vraiment des défauts qui sont propres à ça. Et il y a un truc assez étonnant pour moi, c'est que on nous a dit que c'est la dernière partie d'une trilogie qu'il a expliqué qu'il avait écrit il y a 18 ans. Mais pour moi, je suis pas complètement sûr de ça, parce que ce qu'il raconte pour moi est trop moderne. En fait, on sent qu'il y a le vécu de Shyamalan des différentes années, et donc il a écrit une histoire, il essaye par des pirouettes plus ou moins habiles de le relier à ce qui, je pense, était dans son scénario original. Donc Split Incassable, je pense, ça a été écrit dans un bloc il y a 18 ans. Tu sens que Glass, c'est un peu plus moderne, il y a un peu plus de vécu. Disons que l'écosystème a évolué entre temps, et donc ce que tu as à dire de cet écosystème a évolué aussi, quoi. Forcément. On en parlait avant de commencer la critique. Le film divise beaucoup, et beaucoup y voient un gadin de plus dans la carrière de Shyamalan. Est-ce que c'est aussi décevant que ça ? Alors, là, je vais essayer de pas trop tarder, mais je pense que déjà, comme tu dis, ça va diviser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça va être 2 types de catégories de période du public. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, déjà, dans les points vraiment négatifs, il y a des personnages qui sont mis en retrait, dont Bruce Willis. Pour moi, il est présent, hein, il a des actions, mais on est plus centré sur McAvoy. Il faut savoir, à titre personnel, que je ne suis pas très fan de McAvoy, que Split était un film que j'avais trouvé sympa sans plus, et que j'avais trouvé sa prestation un peu ridicule en fait dans Split. Donc alors que moi j'étais très très impatient du retour de Bruce Willis, mais même des personnages comme Anya Taylor-Joy, qui était la jeune fille prisonnière de Kevin dans le 1, dans Split, elle est vraiment passée en retrait, donc bon, ça c'est un peu problématique. En plus, il y a un anticlimax qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que là, je peux complètement comprendre que les gens n'adhèrent pas à ça, parce qu'on a une espèce de crescendo qui fait un peu souffler ou pétard mouillé. Donc c'est vrai que ça va poser beaucoup de problèmes pour ceux qui attendaient une apothéose pour le finale. Mais le film, il possède une réflexion très forte et très intéressante sur le concept de norme, en fait, ce qui fait qu'on est un super-héros ou pas, qu'est-ce que c'est que la normalité, et quand on essaye de nous mettre dans une case, et il le fait par le prisme des codes et du genre du super-héroïque, du film de super-héros. Et en plus de ça, pour moi, c'est très important, il y a un discours méta qui m'a touché personnellement, et qui permet entre autres de remettre en question une grande partie de la filmo de M. Night Shyamalan. Je citerai pour ça juste le grand Karim Debache dans sa très belle émission Chroma. Je vous renvoie à l'épisode sur Signe. Signe. Non, mais où il dit il faut apprendre à voir et à revoir en fait les films de Shyamalan, qui sont des fois autre chose que ce qu'on veut bien y voir en fait. Les spectateurs aiment bien projeter des fois ce qu'ils voient tout de suite comme un défaut, sans se poser la peine de réfléchir. Donc en conclusion, il a des défauts, c'est indéniable, des défauts communs à tous les autres films, des défauts qui lui sont propres. Mais c'est un film bien plus fin et malin que ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'à la manière de Ready Player One ou Under the Silver Lake, dont je parlais un tout petit peu plus tôt, il demande à ses spectateurs de recommencer à croire un minimum dans les histoires qu'on nous propose, plutôt que de tout débouter par la logique, le cynisme, la mauvaise foi et les règles à respecter de la cinématographie. Alors, si on essaye de se débarrasser de ces carcans, peut-être que le cinéma, en général, pourrait amorcer une nouvelle renaissance. Car, comme le sous-entend Shyamalan à la fin de son film, l'art est un cycle sans fin, selon moi. Et je pense que c'est le plus gros message que le film essaye de passer. Alors, je te voyais beaucoup réagir pendant la critique. Est-ce que tu avais vu le film ? Moi, j'ai vu le film il y a quelques jours, mais par rapport à vous, et je pense à la plupart des personnes qui nous écoutent, je ne savais pas
de quoi ça parlait. Parce que déjà, quand je vais voir un film, souvent j'y vais totalement par hasard. Enfin, par hasard. Je lis jamais rien avant. Et je ne savais pas que c'était la suite d'Incassable ni de Split. Et en plus, je n'ai pas vu Incassable ni Split. Ah ouais, alors là c'est violent Et effectivement. Non, justement, c'était pas du tout violent parce que je suis tombé totalement dans un film que je connaissais pas et qui moi m'a totalement emmené. Parce qu'effectivement, l'histoire par elle-même, que ça soit une suite d'une histoire, etc., je m'en foutais royalement. Tout est bien expliqué. Pour quelqu'un qui n'a rien vu, qui débarque là-dedans, on voit tout de suite, on sait très bien de quoi il s'agit dès le départ. Ouais, la mise en place est très bien et très fine. Voilà, c'est vraiment pas fait pour être une suite quelque part. On est sur un propos et que le propos, moi, il m'a totalement marqué. Le dialogue entre une psy qui essaye de convaincre des gars qui sont persuadés qu'ils sont des super-héros, qui sont peut-être pas des super-héros, puisqu'effectivement tout le reste de l'univers est totalement normal. Il y a aucun effet spécial autre, même toi les effets spéciaux qu'on peut avoir lorsqu'ils se battent, etc., sont très limités. Et effectivement, les gars ont énormément de force, etc. Il y en a un qui décuple de volume, mais quelque part ça peut être totalement psychologique. Alors, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. À ça, moi je voulais juste te dire, en fait, je précise un tout petit truc, c'est beaucoup de gens ont critiqué, que ce soit dans le film mais même dans la bande-annonce, le fait qu'une psy essaye de faire croire aux héros que leur force est fictive, parce que par exemple on a vu dans Incassable que Willis il a vraiment une super force, il peut vraiment tordre le métal, il se casse pas, et les gens trouvent ça débile, et je pense que ce personnage de la psy incarne entre autres une partie de la critique et de la critique négative envers Shyamalan, en fait, qui essaye de rationaliser tous les films qu'il tente de faire depuis des années. Je dis pas que tous les films de Shyamalan sont bons, je dis juste que je pense qu'ils ne s'appliquent pas à un type de critique, ou en tout cas ils ne sont pas normés à la critique type. Et je pense que le personnage sert un peu de moquerie. Justement, c'est là que j'interviens et que j'émets mes réserves dans le temps imparti, car l'heure tourne malheureusement. Mais moi, ce qui m'a le plus gêné, en fait, pour amender un peu ce que tu dis sur le film, je comprends tout à fait l'intention du film, qui est effectivement de confronter la foi en les images et dans les héros et dans la capacité de la fiction à t'émerveiller. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que du coup, Incassable et Split sublimait ce que tu vois à l'image par la mise en scène, et en fait au final ce que tu vois il se passe plus de choses que ce que tu vois à l'image. En fait t'as une emphase qui se fait par la mise en scène, et qui du coup te donne à voir plus que ce qu'il n'y a réellement physiquement, en fait, notamment par Incassable. Ça, c'est ce qui fait que ce sont des films fantastiques qui confrontent la réalité, qui créent une étrangeté par dessus, et c'est de cette étrangeté là que va surgir l'héroïsme et le merveilleux, en fait, et la foi dans l'image qui t'est présentée, tu vois. Et t'as pas ça dans Glass, je trouve, précisément parce que le propos du film, c'est de prendre le parti inverse, qui est de rationaliser ça. Mais du coup, la mise en scène n'applique pas cette emphase-là, et à la fin, on te demande quand même de croire à ça, alors que rien dans le film ne t'y aura invité, en fait. À part, justement, les dialogues, et du coup, c'est du tell, don't show, tu vois. Ça passe par le discours et pas par l'image. J'ai dit, il y a des défauts qui sont propres à Shyamalan, l'ultra discours, enfin le fait que ces films soient over-speakés, c'est pas nouveau, quoi. Il l'a tout le temps fait, malheureusement. Ouais, mais du coup, c'est le problème, c'est que si le message du film passe par les dialogues et pas par la mise en scène. Pas que, mais à la base, là c'est compliqué parce qu'on rentre dans la zone spoil, en fait, donc on peut pas en parler. Disons que moi, je comprends l'idée, si tu veux, de faire des personnages trop grands pour le cadre qui les enferme. C'est-à-dire que tu vois jamais les personnages en pied, ou en tout cas très rarement, sauf à la fin du film, justement pour toutes les raisons possibles justifiées par le scénario. Mais t'as pas voilà, dans Incassable, t'as le plan séquence dans la baraque, il est fou. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire dans la mise en scène. Il est juste bien foutu. Mais tu peux pas comparer ces films-là parce qu'ils te disent pas la même chose, en fait. Ouais. Le truc, c'est ça, en fait, c'est que ces films ne te disent pas la même chose. C'est-à-dire que les deux premiers films te vendent quelque chose, que le troisième te détruit, mais à raison, en fait. Parce que le troisième, entre autres, c'est une critique, je trouve, de ce qui arrive avec Marvel, DC, enfin, de l'hyper-consumérisation des super-héros, et du fait que tu les tords tellement que ça n'en donne plus rien, en fait. Et je pense qu'il y a une vraie critique, une réponse qui se donne là. Mais après, il y a des défauts, ça c'est indéniable. Moi, je le reverrai sans doute, de toute façon, mais Christophe. Oui, pour moi, il y a un des personnages importants, c'est celui joué par McAvoy, Kevin. Moi, j'ai trouvé le jeu de McAvoy assez fantastique. Ah oui, dans celui-là, il est bien. Oui. Là, franchement, il interprète, je sais pas comment il en fait sur les 24 qu'il est censé faire. Crédité, il y en a 23. Ouais, donc il passe d'un personnage à l'autre de façon vraiment fantastique. Là, on a une très 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 belle performance d'acteur. Et quelque part, c'est là que ça donne toute la crédibilité du film.
c'est vrai que c'est le personnage principal certainement, puisque la question est de savoir est-ce qu'on est face à un schizophrène ou est-ce qu'on est face à un personnage fantastique. Et c'est ça pour moi le propos. Chloé, peut-être Moi, je me nourris de vos propos, vu que je n'ai pas pris le temps cette semaine d'aller voir Glass. J'étais concentrée sur quelque chose d'autre, typiquement une chronique de radio. Non, Et on va y venir d'ailleurs, on va y venir. Non, mais j'ai vu Split il y a quelques temps à sa sortie. J'avais pas vu le précédent, donc je pense qu'il faudra quand même que je le regarde, certes pour une question de continuité. Je vois Cédric que tu approuves violemment. C'est un de mes films préférés, personnellement. D'accord. Ils ont remis dans Glass la scène qui me faisait pleurer gamin, donc bon, voilà. Donc voilà, donc faut que je m'informe un peu plus à ce sujet. Très bien, et Chloé, du coup tu gardes la parole parce qu'on va attaquer Silent Voice. Oui, sauf que là je pense qu'il y aura moins de dialogues qui peuvent sembler un peu trop surfaits comme ce que vous sembliez dire concernant Glass, parce que là nous allons traiter de A Silent Voice, comme son nom l'indique. Donc déjà, ça va pas parler beaucoup, il s'agit quand même de l'adaptation du manga éponyme de Yoshitoki Oima. Il a été réalisé par Naoko Yamada et produit par Kyoto Animation. Et il s'agit là en fait de l'histoire de Shoya Ishida, un petit garçon d'une dizaine d'années qui est à l'école primaire et qui voit un jour arriver dans sa classe une petite fille qui s'avère être sourde. Suite à cela, toute la classe commence à tout doucement harceler cette petite parce qu'elle est un petit peu différente, et ce petit garçon, Shoya Ishida, prend vraiment part à ce harcèlement jusqu'à ce que tout lui retombe dessus, en fait, littéralement. Suite à cela, ce sera lui qui deviendra marginal, ce sera lui qui se fera harceler jusqu'à ce qu'il tente de se suicider. La tentative de suicide échoue et il cherche à se repentir en essayant de reprendre contact avec la petite fille dont il a été le bourreau pendant ses jeunes années. Sauf qu'il voit qu'il arrive à se lier d'amitié avec elle, et donc c'est toute cette progression, en fait, de toute cette évolution de ce jeune homme qui se rend compte de ses erreurs et qui essaie de se repentir. Vas-y, pardon. Le film est assez agréable graphiquement. Le design au niveau des personnages n'est pas très très détaillé, mais c'est vraiment compensé vis-à-vis des paysages qui, eux, sont vraiment magnifiques. Les musiques sont douces mais peu marquantes, un peu à l'image du titre du film, j'ai envie de dire. Donc on a quand même toujours cette musique d'ambiance assez agréable, mais rien de très marquant, pas très vraiment japonais à proprement parler, mais en tout cas on passe un très très bon moment en le regardant. Donc en soi on parle d'un film qui traite de thématiques un peu lourdes, harcèlement scolaire tu l'as dit, le suicide aussi, le handicap. Il se limite. Comment est-ce qu'il conjugue tout ça ? Est-ce qu'il explore l'un puis l'autre, ou est-ce qu'il... Alors, tout est assez entremêlé. C'est même parfois un peu compliqué à suivre, parce que forcément, donc déjà, la première chose qui est traitée, c'est le harcèlement scolaire, parce qu'on voit donc 2 enfants qui se font harceler. Déjà, la petite fille en situation de handicap, donc il y a vraiment ce handicap qui est mis en avant, comme quoi ça peut être handicapant. Et il semblerait aussi que dans la culture japonaise, être en situation de handicap peut donner l'impression qu'on est assez inutile vis-à-vis de la société, ce qui est une position très très compliquée à adopter. En plus de ça, il y a toute la responsabilisation et la remise en question de soi, où la victime commence à se poser des questions sur le fait qu'elle mériterait peut-être ce traitement, essayer de déresponsabiliser tous ces agresseurs parce qu'ils sont normaux et qu'ils voient juste quelque chose de différent. Donc il y a vraiment tout un travail qui est fait, vraiment cette réflexion, cette ambivalence. C'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Chaque fois on voit que les personnages se posent des questions sur eux-mêmes. Il y a aussi le pardon qui est énormément traité. Le pardon qui est une thématique vraiment typiquement nippone que nous occidentaux avons parfois un peu de mal à saisir, mais en tout cas qui est très très présent dans le film. Et en plus de ça, donc on a le suicide et la mort en règle générale qui sont traités très très ouvertement et d'une très très belle façon, avec toute la remontée de la pente, disons, des différents personnages suite à cela. Non, beaucoup de problématiques assez épineuses, mais est-ce que le film, tu l'as dit un petit peu avant, mais est-ce qu'il reste agréable à regarder et digeste malgré tout ça ? Alors, digeste assez peu en réalité, car le film est long, c'est 2h30 de film. Et pour un film d'animation, c'est long. Hein. Pour un film d'animation, c'est long, avec un rythme assez particulier, car c'est découpé de façon parfois un peu étrange, les événements se succèdent, parfois avec de la logique, parfois sans logique. On ne sait pas toujours comment est-ce qu'on arrive, à quel endroit, si on a vraiment envie de remonter le fil. C'est parfois assez contemplatif. Il y a quelques dialogues, mais effectivement, étant donné que nous traitons d'une jeune fille qui est sourde, elle parle très très peu, ou en tout cas elle essaie de parler dans les moments où elle se sent vraiment vulnérable et qu'elle doit montrer qu'elle essaie d'être normale, ce qui donne quand même un sentiment un peu étrange en fait. C'est ce sentiment
de personne qui ne connaît pas cette situation, et donc c'est parfois un petit peu difficile à affronter. Et la culture japonaise est vraiment très 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 présente par rapport à d'autres films d'animation comme Your Name, Kimi no Na wa, qui pour des occidentaux peut être assez facile à regarder car les thématiques très très japonaises ou au niveau culturel sont très très... Il y a une plus forte prétention à l'universalité dans Your Name que dans Exactement, dans ce film-là, je pense qu'il faut déjà avoir un bon petit background, et le fait d'avoir lu les mangas doit énormément aider aussi. Donc pour toi, ça mériterait un deuxième visionnage ou la lecture des mangas. Exactement, un complément. Comme si le film avait été fait pour les personnes qui ont lu les mangas. Disons un complément à cette première lecture, quelque chose qui sera donc effectué au niveau audiovisuel, mais qui ne se suffit pas vraiment à lui tout seul. Cédric, je crois que tu avais beaucoup apprécié Silent Voice. Tu avais lu les mangas justement ? Ouais, alors j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis très fan des mangas originels. C'est un des mangas qui m'a le plus hypé ces dernières années. En tout cas, où j'ai été le plus à attendre la sortie de chaque volume, parce que beaucoup de mangas, comme il y en a beaucoup, j'attends et je mets un peu en stand-by. Dans ma tête, c'est une histoire. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc j'étais très très marqué par Silent Voice. Le film, j'ai beaucoup aimé pour des raisons, entre autres, esthétiques, parce que je trouve qu'il est quand même très beau. Kyoto Animation, c'est un studio que j'aime beaucoup, et que c'est quand même un de leurs plus bels ouvrages avec Violet Evergarden. Visuellement, c'est quand même c'est quasiment un sans faute, je trouve, c'est très très beau. En revanche, je suis complètement d'accord avec Chloé, je trouve qu'il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire que comme beaucoup de films basés sur, souvent on se dit comme les gens connaissent, on peut un peu squeezer les détails. Mais il me semble que ça devait être plusieurs films à l'origine. Il n'y avait pas une histoire comme ça qui devait y avoir plusieurs films, et du coup ils ont tout condensé en un seul. Ils imaginaient peut-être 2 films, et en fait ça a tout condensé, et ça se sent, parce qu'il y a des personnages qui ont été un peu écrits à la va-vite, et j'en ai parlé sur un ou deux forums où même on en avait parlé dans Mangacast, où on avait dit que, moi en tout cas j'ai dit à titre personnel que je comprenais que ce film-là ne soit pas nommé aux Oscars, parce que pour moi il ne mérite pas les Oscars du tout. Et les gens m'avaient dit, une personne m'avait dit que j'avais pas compris le film, et j'ai beaucoup aimé le film, mais il y a des vrais défauts. Des défauts pour moi de rythme, de narration et de cinématographie, et qui sont les défauts propres à l'animation japonaise, surtout les adaptations d'animé, en animé je trouve en général. Ok, très bien. Écoutez les amis, on va finir un petit peu là-dessus. Christophe, ça te donnerait envie de le voir ? Ah oui, de toute façon, je suis toujours curieux. Après, je suis assez sensible, donc faut que je sorte les mouchoirs, quoi. Oui, parce qu'il y a la petite larmichette quand même. À part plusieurs reprises. Et je te conseille les mangas aussi, parce que l'auteur fait un travail très très fort graphiquement dessus. Et on rappelle qu'on retrouvera Naoko Yamada au cinéma cette année pour Lise and the Bluebird, Lise et l'oiseau bleu en français. Ça sort en avril, si je dis pas de bêtises. Distribué par Eurozoom, et le DVD et Blu-ray sont disponibles chez Kazé. Merci Chloé pour cette première critique de qualité. Merci Cédric pour cette critique pas du tout de qualité, parce que le film est nul. non mais voilà, c'était très bien. Ça reste mieux que les X-Men. Oui, voilà. On se retrouve juste après la pause musicale pour fêter enfin, j'ai envie de dire, les 90 ans de Tintin. On s'écoute d'ailleurs le générique composé par Ray Parker, Jim Morgan et Tom Zugniak. À tout de suite. Plot twist, ce n'était absolument pas le générique de Tintin, c'était la 3e pause musicale. C'est pas grave, on inversera l'ordre, c'est pas très grave. De retour du coup en plateau, beaucoup de gens sur le chat qui nous saluent, notamment Fourmix qui est très content de voir Chloé en plateau, et voilà, qui dit que n'hésite pas à prendre la parole. J'ai mes fans. Très bien, déjà attention, tu prends tes aises dès le départ, attention. Exactement, je me mets de la pression. Moi j'ai un fan club, moi aussi, on n'est que un, il y en a qu'un, il est tout seul, mais il est là. Il y a beaucoup de gens sur le chat, effectivement. Phenom à qui était dédiée cette pause musicale initialement, du coup le lancement n'aura pas été fait, c'est pas grave. Et là Débauche qui nous dit Mario a mangé je sais pas qui a mangé le Yes des années 80, c'est fameux. Voilà, je pense que c'était la meilleure description possible de cette pause musicale. Les amis, je pense qu'on est parti pour le débat, si ça vous va. On souffle les 90 ans de Tintin. Allez, c'est parti. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Qui est Tintin? 90 ans, 240 millions d'albums vendus, ça en fait quand même des albums, ça en fait des lecteurs, des lecteurs qui ont été marqués à travers les générations par ce personnage.
On a rencontré Benoît Peters dans les locaux de Casterman, qui a répondu à nos questions. L'interview a été très longue, donc vous en aurez des petits morceaux qui seront diffusés tout au long de l'émission. Et l'intégralité de l'interview sera disponible sur le site de VL en retranscription et en fichier audio si les serveurs le veulent bien. On est parti pour la première moitié, ça vous va ? Allez. On est parti. Allez. Benoît Peters, bonjour. Bonjour. Pourquoi, 90 ans après, Tintin est-il toujours le visage de la bande dessinée franco-belge ? Est-ce que c'est dû à une transmission intergénérationnelle ou est-ce que les personnages en eux-mêmes sont intemporels ? Tintin a d'abord réussi à se faire connaître à un moment où il y avait peu de concurrents européens. Ça, c'est un point, c'est-à-dire que ça a marqué très profondément les premiers lecteurs, adultes et enfants. Donc dans le monde européen, la transmission intergénérationnelle, elle est énorme. Mais quand on voit que Tintin a par exemple aujourd'hui un immense succès en Chine, c'est le pays où il est le plus présent, alors qu'il n'y a pas eu de transmission, puisqu'il n'y avait pas de BD en Chine du temps de Mao et même les années qui ont suivi. Donc ça veut dire qu'arrivant très tard, arrivant peu avant l'an 2000, Tintin a quand même réussi à apparaître comme un personnage moderne, un personnage séduisant, et c'est donc bien qu'il y a en lui, et dans ceux qui l'entourent, dans les personnages très Warcolor qui l'entourent, qu'il y a en lui quelque chose de particulier. Et Hergé a créé un effet de monde, et cet effet de monde, il fait que nous avons l'impression de connaître les personnages, et que nous avons presque l'impression de les connaître par-delà les albums. Si on prend par exemple un personnage qui est le général Alcazar, Tintin le rencontre dans l'oreille cassée et devient son aide de camp. Et puis bon, Alcazar, il est toujours menacé d'être renversé. Mais après, on va retrouver Alcazar sur une scène de music hall. Il est devenu lanceur de poignard parce qu'il a été renversé. Dans Coq en stock, on le retrouve essayant de négocier l'achat d'avions plus ou moins frauduleux pour revenir au pouvoir. Et donc, il y a eu des grands laps de temps entre ces aventures et on a envie de reconstituer la vie d'Alcazar et le lecteur peut rêver autour de ça et lui donner une épaisseur vraiment de personnage romanesque. On pourrait vraiment dire que Alcazar c'est un archétype, c'est un personnage mais en même temps c'est un archétype à facettes. Donc ces personnages sont des personnages à facettes et des personnages complexes, des personnages attachants, et de ce point de vue-là, parler de Molière ou parler peut-être encore plus de Balzac avec le phénomène du retour des personnages dans plusieurs romans de Balzac, je crois que c'est pertinent. On peut tout à fait. C'était ta question ? Non, mais on peut. Ah oui, c'était la mienne en plus, c'est vrai, tout à fait. On peut faire une pause, ça y est, il a tout dit, hein, il n'a pas besoin de débattre. Non, allez, c'est quand même des personnages très attachants. Mais voilà, on peut commencer par poser la question de comment est-ce que vous avez rencontré ces personnages ? Christophe. Bon, moi je suis comme tout le monde, hein, c'est le genre de lecture qu'on lit quand on est enfant au départ. Alors je parle de ceux qui sont nés avant 2000, hein, clairement, parce que je pense qu'un lecteur né après 2000 va peut-être pas commencer par lire du Tintin, mais effectivement, Tintin ça fait partie des grands classiques qu'on trouvait, en tout cas dans toutes les familles qui avaient des bouquins à la maison. Voilà, il y avait du Tintin parce que en fait, effectivement, comme le personnage date des années 20, enfin 30, nos parents ont lu, enfin beaucoup de nos parents ont lu, les grands-parents parfois ont lu du Tintin. Donc, donc effectivement, c'est un type de littérature qui se transmet de génération en génération. Donc c'est avant tout une transmission. Pour toi, il n'y a pas vraiment de découverte des personnages en eux-mêmes dans le paysage actuel ? Après, on s'attache à certains personnages. Maintenant, le personnage de Tintin, il fait partie d'une mythologie collective, d'un langage collectif. On voit régulièrement des anecdotes qui sont prises quand quelqu'un est embêté par un sujet qui revient. On parle du sparadrap du capitaine Haddock. Ouais. Dans le langage courant, il y a des terminologies qui sont reprises des albums de Tintin. L'excellente série de Canal+, Le Bureau des légendes. Les personnages qui sont envoyés à l'étranger sous couverture ont tous un pseudo qui sont tirés des jurons du capitaine Haddock. Moule à gaufre. Voilà. Donc tout ça, et ça c'est officiel, c'est connu en tant que tel. C'est une référence qui est utilisée par d'autres artistes. Donc ça rentre dans la culture collective. Et toi Chloé, comment est-ce que tu as découvert Tintin ? Alors moi c'est dans une chambre mansardée, je devais avoir 6-7 ans, chez mes grands-parents maternels. Donc j'avais ma petite chambre avec mon petit lit et puis ma collection de BD, j'avais les Schtroumpfs et les Tintins. Donc ça a vraiment été la découverte. Je pense que ça a été mes premières lectures de bande dessinée en absolu. Suite à ça, je crois que j'ai fait acheter à mes parents la collection entière pour pouvoir justement continuer à m'instruire de plus en plus. Donc ouais, j'ai grandi avec Tintin et suite à ça, il y a eu les dessins animés, il y a eu le jeu vidéo que tu as devant toi, mais sur PC, pas sur PlayStation. Très bien, objectif aventure. Okay. On y viendra aux jeux vidéo après, hein, pas tout de suite. Et donc ça m'a quand même permis de
grandir en fait avec lui, cette petite présence dans cette chambre mansardée. Et toi, Cédric ? Moi, c'est un peu spécial parce que ma mère, en fait, lit pas spécialement de bande dessinée. Et quand j'étais petit, elle m'emmenait à la bibliothèque pour prendre des BD. Et en fait, elle me faisait prendre les choix qui lui semblaient être bien. C'est-à-dire que, concrètement, j'ai lu Tintin, j'ai lu Spirou, j'ai lu Les Schtroumpfs. Parce que le public, parce que la culture disait ça c'est ok. Parce que comme il le disait, Tintin, les grands-parents le lisaient déjà. Donc ma mère l'a peut-être lu enfant, mais en tout cas elle m'a pas dit ah c'est super, lis ça. Mais elle savait que Tintin c'était ok, c'est complètement lisible pour un enfant. Donc j'ai découvert Tintin par ce biais-là. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout de suite, même petit, je trouvais ça vieux, mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens. À côté, je voyais Spirou, ou surtout Gaston Lagaffe, qui pour moi est une de mes BD franco-belges préférées. Je voyais complètement un style de dessin très différent. Et il y avait un côté très hommage à Tintin. Je sais pas, il y a un côté très comme quand tu rentres dans une église, je trouve, il y a un truc sacré qui fait que je suis toujours mal à l'aise quand je lis un Tintin. J'aime bien ça, mais je sens qu'il y a un truc un peu trop grand pour moi parce que c'est culturellement, il l'a dit, il y a une puissance écrasante de Tintin, quoi. Que c'est intimidant, que c'est une institution. D'ailleurs, on parlait juste d'expression, mais pour moi, une époque, on disait dessiner des Mickey ou des Tintins. Quand on voulait parler, qu'on disait les enfants faisaient des dessins, des BD, ils disaient il fait un Tintin, il fait des Mickey. Ce qui pour moi, ça montre la puissance du personnage, quoi. Donc effectivement, pour toi, Tintin, ça incarne, disons, une bande dessinée fréquentable ou une bande dessinée, en tout cas institutionnelle. Ouais, c'est le culte à l'état pur pour moi. Plus que toute autre BD franco-belge, c'est vraiment le culte. Je pense. Est-ce qu'on peut dire que c'est Tintin qui a anobli la bande dessinée, qu'il a rendu, disons, pour les grands-parents, pour que les grands-parents apprennent leurs petits-enfants à lire en disant Tintin, ça c'est bien. Est-ce que ça a donné ces lettres de noblesse à la bande dessinée ? Moi, je pense juste un truc et je te laisse la parole, mais on disait que ça marche auprès du public chinois. Je pense qu'il y a une raison, c'est que Tintin c'est safe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe, c'est jamais trop violent. Le personnage de Tintin, c'est un yaourt, ça veut dire qu'il est gentil. Mais non, mais c'est un très bon yaourt, mais c'est un yaourt, c'est-à-dire qu'il prend un peu tout. On peut être qui on veut derrière Tintin, n'importe qui, les enfants comme les filles, ils pourraient limite ne pas être sexués en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration de virilité de la part de Tintin, et c'est toujours un jeune, il pourrait avoir la voix fluette. Alors, le dessin animé lui a donné une voix qu'on connaît, mais il aurait pu avoir une voix beaucoup plus féminine, ça n'était pas problématique. Et je pense que pour les Chinois, ça va. Dans une Chine communiste, un personnage comme Tintin, même s'il se bat contre les cocos, alors ça, peut-être qu'ils sont pas sortis ces albums-là, mais il est safe, ce personnage-là, concrètement. C'est vrai que le personnage de Tintin, il est hyper lisse. D'ailleurs, limite, il est chiant à mourir en tant que tel. Personne n'irait partir en vacances avec Tintin parce que de toute façon, c'est le gars qui te donne toujours des leçons. Parce que il est avec des emmerdes, quoi. Tu pars avec Tintin, tu te retrouves dans un île de drogue, t'as pas compris, quoi. C'est le meilleur tour opérateur du monde. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que la série, elle fonctionne grâce à ses personnages secondaires. On s'attache peut-être plus aux personnages secondaires qu'à Tintin lui-même, sachant que Tintin, il est porteur des bonnes idées. Par rapport à ta question sur est-ce que c'est considéré comme un art, enfin est-ce qu'il a permis de donner ces lettres de noblesse à la bande dessinée, sur le tard, ça a été très 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 tardif. Et effectivement, quelque part, lorsqu'on a commencé à dire que la bande dessinée était vraiment un 9e art, etc., moi je parle de certaines revues spécialisées justement sur l'art. Les premiers trucs qu'ils ont sortis, évidemment, c'est toujours Tintin, parce que la ligne claire, parce que c'est les purs, et que voilà, on est toujours en rapport aussi à Hergé, parce que dire qu'Hergé était quelqu'un qui n'était pas un artiste, à côté, c'est aussi nier tout son rapport à la peinture moderne, puisque c'était un grand collectionneur d'art moderne. Donc évidemment, on peut pas dire que l'homme est un neuneu et fait un travail enfantin, et en même temps dire qu'il a des grands talents, des grands goûts artistiques. Maintenant, la ligne claire, c'est aussi une ligne qui est très particulière, qui est revendiquée par certains et comme un peu quelque part un luxe. C'est d'ailleurs la Tintinomania, tout ce qui tourne autour de Tintin, les collectionneurs, etc. C'est avant tout quand même une forme de bourgeoisie, parce que tout est hyper cher. Dès que tu commences à toucher à Tintin, ça tombe à des prix hallucinants, ce qui n'est pas le cas d'autres œuvres totalement populaires en bande dessinée, comme tu parles de Franquin avec Gaston, etc. Quelque part, voilà, c'est l'amateur de Tintin, c'est un peu le dandy quelque part du public de bande dessinée.
Il y a Phenom sur le chat qui nous dit que Tintin c'est surtout le regard du spectateur dans la plupart des tomes et qu'en fait la caractérisation passe par d'autres personnages. J'imagine que c'est la fin de son intervention. Oui, mais ces autres personnages c'est assez intéressant parce qu'il faut croire que Hergé les a créés au fur et à mesure pour des besoins en fait. Quand Tintin n'a plus été suffisant à ses aventures, il y a eu l'introduction du capitaine Haddock, il y a eu l'introduction du professeur Tournesol, il y a eu Dupont et Dupont. Donc à chaque fois ça répondait vraiment à un besoin de renouveau, à un besoin d'avoir un élément en plus en fait, justement peut-être auquel s'attacher, qui va apporter des rebondissements quels qu'ils soient. Une aspérité en fait. Voilà, une Doc qui représente l'oncle bourré qu'on a tous envie d'avoir, tu vois. Ou qu'on pourrait avoir honte d'avoir dans certains cas. Chloé continue, pardon. Oui, non, mais il y a je pensais que tu étais interrompu, que tu voulais terminer. Mais ce rapport-là au personnage secondaire, il existe dès le premier, dès c'était chez les soviets, parce qu'effectivement, tu as un Tintin qui est un peu dans l'aventure et très lisse, et tous les aspects un peu hors normes, enfin un peu négatifs du personnage, c'est Milou qui sort les dialogues les plus revendicatifs. Les plus un peu à la marge, c'est le chien. C'est vrai, c'est un anti. Enfin, Rantanplan est un anti-Milou pour le coup. Non, mais c'est effectivement intéressant, c'est que c'est un peu je dirais pas un Deadpool avant l'heure, mais il commente sous un regard un peu ironique ce qui se déroule dans l'intrigue. Et ça c'est un truc qu'on avait échangé avec Benoît là-dessus, c'est que en fait chaque personnage répond un peu à un degré de lecture aussi de l'œuvre. C'est-à-dire que Tintin c'est la conscience du lecteur de base qui va guider le récit, que Milou c'est d'une part par la gestuelle ça attire les enfants et en même temps il a des saillies qui peuvent plaire aux adultes. C'est le gueuleur. Complètement. Non mais oui, c'est ça. Ouais, que Haddock, c'est plutôt le tonton bourru comme tu le disais, et qu'en même temps il a quelques aspérités et une part de noirceur qui plaît aux adultes aussi. Haddock, il a un côté très franco-belge pour le coup, c'est-à-dire qu'il incarne bien le français moyen, dans le sens que c'est le râleur bon vivant. En fait, il légitime le fait de gueuler, je trouve. C'est-à-dire que maintenant quand un Français râle, il y a un truc un peu non mais c'est normal, on est français, on a besoin de râler. Je pense qu'Haddock il a amené ça, il a un peu légitimé. Non mais sérieusement, réfléchissez-y parce que c'est quand même. Ouais, en plus. C'est aussi le gaffeur, c'est le Fantasio de Spirou. Oui, bien sûr. Ouais. C'est le clown blanc, clown noir. Clown blanc, Auguste, pardon. Et du coup, c'est l'Auguste. Et il a amené plein de personnages comme ça. Tu parles de Fantasio, mais même des Prunelles, des Lontarins. Il amène des personnages comiques et qui sont drôles parce qu'en trop ils s'énervent et qu'ils insultent. Et les insultes sont toujours des insultes policées, bien sûr. C'est des scrogneux, c'est des bachibouzouk. Mais mine de rien, il insulte les gens quand même tout le temps. Quand même, n'oublions pas ça. C'est le plus gros injurieux de la BD franco-belge. Oui, c'est pas faux. Il y avait un guide qui est sorti dans la fin des années 90, début 2000, qui recensait toutes les insultes d'Haddock et qui les contextualisait, qui expliquait ce que c'était qu'un bachibouzouk, qu'est-ce que c'était qu'un moule à gaufre, au cas où on ne le savait pas. Voilà. Mais que la Grèce de Cabestan aussi, voilà, tout ce qu'il faut effectivement savoir. Pas mal d'aspérités dans Tintin, certaines ont été gommées peut-être avec le temps, au gré des rééditions. C'est un point un peu épineux du débat, mais je pense qu'il faut l'aborder. On a dit que Tintin était immortel, mais est-ce qu'il faut pour autant altérer l'œuvre d'origine pour la perpétuer et la rendre lisible au fil du temps ? Est-ce qu'on perd pas quelque chose ? Alors la première fois que les albums ont été réécrits, c'est pour un aspect purement technique, puisque tous les premiers albums ont été faits en noir et blanc, c'était du feuilleton, donc et puis bon, c'était même sorti en album après, mais il n'y avait pas de règles de l'art à l'époque. Et puis alors je vais pas dire la bêtise, c'est dans les années 40 que pour des raisons de papier, là on était en manque de papier, mais il fallait éditer parce qu'effectivement Tintin était une série qui était très bien pensante pour l'époque, et là on parle de l'occupation. Donc en 42, c'est en 42 que Casterman propose à Hergé de reprendre les albums précédents pour les refaire plus petits. Enfin, c'est déjà comme 62 pages, c'est pas rien, parce que je vous rappelle que toutes les œuvres qui ont suivi à peu près les années 50 ont plutôt dans 46 pages, et c'était du 64 pages en couleur, et donc du coup il a fallu, en même temps Hergé voulait moderniser son dessin. Il y a eu d'autres raisons ensuite, il y a eu plusieurs réécritures d'albums plus tard,
pour des questions de bien-pensants, effectivement, parce que tu as certains albums qui sont qu'on a voulu un peu édulcorer, mais qui restent extrêmement problématiques sur les thématiques maintenant, aujourd'hui. Et puis, tu as aussi des questions de public. Par exemple, tu prends L'Île Noire. L'Île Noire, comme ça se passe en Angleterre, et qu'à un moment, on voulait vendre l'album aux Anglais, il fallait changer des éléments parce que c'était le décor contemporain de Tintin. Et donc, du coup, il fallait le mettre au niveau de l'Angleterre de l'époque à laquelle on voulait intégrer le marché anglais. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Tintin a toujours été dessiné, créé pour être contemporain de son époque. C'est pour ça que quelque part ça fait un peu plus vieux, ce que tu disais tout à l'heure. C'est que on parle des années 30, 40, 50 et donc d'office la façon de raconter les histoires, les décors, les idées, les opinions qui passent à travers les albums sont de ces époques-là, et effectivement c'est plus compliqué. Alors est-ce qu'on dénature l'œuvre ? Je ne suis pas certain que Hergé avait réellement un discours par rapport aux histoires qu'il faisait vivre à Tintin. C'était plus un personnage un homme qui voulait animer des personnages avec des gags. Il a inventé l'essence du gag. Il a inventé une forme narrative. Il a créé toute une grammaire dans la bande dessinée. Ça c'est incontestable. Maintenant, est-ce que le message porté par les albums de certaines époques est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires et importants à être diffusés aujourd'hui. D'ailleurs, ils reviennent un petit peu par la porte, par la fenêtre, mais pas pour les bonnes raisons. Concrètement, comme il dit, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est si l'auteur veut le changer parce qu'il considère que, par exemple, ce qu'il a fait n'était pas très bon, il veut le moderniser. Et à ce moment-là, il y a un exemple des plus concrets, c'est le Hobbit. Parce que le Hobbit a été réécrit, entre autres, il faut le savoir. Il y a des chapitres, le chapitre qui raconte la rencontre entre Gollum et Bilbo a été réécrit par Tolkien 15 ou 20 ans après la première parution. Et c'est la version qu'on a actuellement, donc voilà, personne s'en plaint, tout le monde crie au génie, mais il l'a réécrit. Donc s'il n'était pas très fier, ou en tout cas qu'il voulait remanier ses albums, moi je trouve ça assez concret et cohérent. Après, si un jour quelqu'un propose les anciennes éditions, les nouvelles, pour que tout cohabite, que le lecteur un peu fan puisse faire la différence entre ce qu'il avait fait en matériau originel et le matériau taillé, j'ai pas de problème. Dans le cas de la censure, on en a parlé un peu hors plateau tous les trois juste avant que tu arrives, et concrètement, je vois pas l'intérêt de censurer. C'est le jus d'une époque. Le censurer, ça revient à renier une époque, et malheureusement cette époque elle a existé. Alors ce qu'on peut faire, c'est un message de mise en garde en fait, tout simplement. Je pense par exemple, on pense concrètement tous, je pense à Tintin au Congo et la représentation des Noirs dedans qui était, maintenant c'est très raciste, on peut plus faire ça de nos jours, mais quand les Tintin au Congo ça a été fait, c'était les années 30. À cette époque-là, on pouvait le faire. Et donc concrètement, je pense qu'il faudrait juste une page explicative pour les enfants, pour les parents, pour le dire, plutôt que de dire oh là là, c'est quoi cette représentation, au revoir, on l'enlève. Parce que Tezuka, par exemple, je parlais d'Astro Boy, Tezuka le faisait aussi ça. Et Tezuka, à l'époque, Tonkam avait eu la bonne idée de mettre un truc. Attention, vous allez voir une représentation des Noirs qui est caricaturale et raciste, mais qui représente l'époque à laquelle elle a été écrite. Donc faites bien attention à ça, les gens. Recontextualiser, c'est très important. Voilà, effectivement, un effort de la part de l'éditeur sur ce point, par exemple. Non, puis surtout que ça reste vraiment un héritage, en fait. Si on faisait totalement de la réédition, là, maintenant, nous, tous ensemble, on sait à quoi ressemblaient les planches originales, ce qui était dit, le message de l'époque. Mais si jamais on venait vraiment à faire une grosse censure, d'ici je sais pas, 20, 40, 50, 60 ans, peut-être que Tintin existera toujours, mais si on a le message erroné et qu'on pense que Hergé vivait dans une réalité qui n'était pas la sienne, ce serait dommage. Même le politiquement correct, il peut pas guider tout en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu prends les films des années 80 qui sont très sexistes et machos, maintenant on est dans une époque où c'est plus possible de faire des films comme ça, et ça c'est indéniable. Mais c'est des films d'une époque, ils retranscrivent, ils sont les témoins générationnels d'une époque. Les censurer, c'est altérer l'histoire en fait, c'est du déni complet de ce qu'a été une époque. Alors tu disais ça Christophe juste avant, c'est que Hergé n'est pas forcément un auteur qui porte un discours, il porte plutôt une grammaire, et je nous verrais mal fermer cette première partie de débat sans aborder cette question-là, mais du coup est-ce qu'on peut imaginer Tintin tomber entre les mains d'un autre auteur ?
Parce que on a vu que Spirou par exemple avait été transmis à Tom et Jean-Ry, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça avec Tintin? Alors la différence avec Spirou, c'est que Spirou n'a jamais été l'œuvre de Franquin, et c'était une commande faite par Charles Dupuis, enfin par son père en plus, on a demandé à un dessinateur français de faire un personnage qui s'appelle Spirou, et grosso modo il n'y a jamais eu de vrai créateur du personnage de Spirou. Donc Spirou d'ailleurs est la seule série qui a 80 ans et qui ne s'est jamais arrêtée. On est dans la même notion pour moi qu'un Superman, Bond, un Batman, etc. Moi c'est James Bond. Oui. À chaque fois tu as un acteur, un réalisateur, tu as une époque qui retransmise. Voilà. Et c'est comme les séries américaines. D'ailleurs, pour la petite histoire, Astérix, n'importe quoi, Spirou s'est créé la même semaine que Superman. Donc du coup, Tintin, c'est différent. On est sur une œuvre d'un auteur. Alors maintenant, on peut tuer aussi une légende urbaine qui dit que Hergé a dit qu'il ne voulait pas que l'album, que Tintin lui survive. C'est pas exactement ça. Tout le monde fait référence au même bouquin, qui est un bouquin des entretiens avec Numa Sadoul. En fait, la question n'était pas de savoir est-ce que Tintin peut vous survivre. La question était de savoir est-ce qu'on peut faire du Tintin sans vous. Est-ce qu'on peut faire un album sans vous? Et il répond non, mais il répond pas non, on ne doit pas faire du Tintin après moi. Il dit non, je suis le personnage Tintin, je suis le personnage de Haddock, je suis tous les personnages, je suis à mon avis le seul à même d'animer le Tintin tel que je le vois. Maintenant, d'ailleurs dans la réponse, il dit si d'autres le font, ils le feront peut-être même mieux que moi, mais ça sera pas du Tintin. Donc effectivement, l'existence, le fait de faire perdurer le personnage est un sujet. C'est un sujet qui fait qui pose beaucoup de sujets, beaucoup de questions dans la sphère proche des fans de Tintin. Les ayants droit n'ont pour l'instant pas fait passer outre une sorte de ce frein. On sait que c'est un vrai problème financier pour l'éditeur, pour les ayants droit, puisque la série n'ayant pas de nouveaux albums, elle ne peut pas se survivre à elle-même. Enfin, en tout cas, elle devient un patrimoine. Elle devient un patrimoine. Maintenant, c'est un patrimoine qui doit se partager. La question est de savoir est-ce qu'il faut faire un Tintin ou pas. Ça, honnêtement, personnellement, moi qui n'ai pas de nouveau Tintin, me pose aucun problème. Pour la simple et bonne raison que, il y a des Spirou, c'est pas l'œuvre d'un auteur, même s'il y a eu 2-3 âges d'or. Enfin, pour moi, l'époque Franquin est un âge d'or. On fera une émission sur Spirou. Voilà. L'époque, il y a des époques qui sont géniales, mais c'est pas une œuvre complète par elle-même. Tintin c'en est une, comme Gaston Lagaffe, et honnêtement, quand tu vois ce qu'ils peuvent faire avec Black et Mortimer, avec 13, où on fait des suites et des suites et des suites, quelque part et Astérix, Astérix qui est quand même le seul pendant de Tintin au niveau collectif, c'est Astérix. Bon, honnêtement, quand maintenant je vois que les gens ne font plus la différence entre un Astérix de Goscinny et un Astérix qui sort en ce moment, c'est quand même pas la même œuvre non plus, faut quand même pas déconner. Faire un nouveau Tintin, pour moi, ne me paraît pas d'intérêt, parce qu'il faut relire les Tintins, les relire, les redécouvrir. Je suis un fan absolu de Gaston, j'attends pas un nouveau Gaston, parce que pour moi, les Gastons actuels se suffisent à eux-mêmes. Avant de finir cette première moitié, Chloé, Cédric, est-ce que vous attendriez un nouveau Tintin? Moi, j'ai envie de dire trop de suite, tue la suite. On l'a vu beaucoup trop souvent au cinéma, dans des sagas, sur des séries, parce que ça fonctionne bien et qu'ils se sont dit, justement, ça fonctionne, on a un public qui apprécie, on continue, mais en général, c'est ce qui a signé la mort de certaines œuvres, alors que c'est parfois mieux de rester un peu sur sa fin, de se dire ok, ça va se terminer maintenant, mais au moins ça reste quelque chose de qualitatif, de fidèle à l'œuvre, plutôt que de suivre un côté beaucoup trop consumériste, de dire on en fait à l'appel parce qu'on sait que ça va vendre, mais en privilégiant la quantité à la qualité. Cédric? Déjà, elle a complètement raison. Donc, non, mais ça raccourcit beaucoup ce que je vais dire. Concrètement, tu m'as complètement perdu. Et on envoie la pause? Non, globalement, moi, ce qui me poserait un vrai souci avec un héritier, avec un nouvel album, c'est que une des grandes forces d'Hergé, c'est que le discours global n'était pas politisé, en fait. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un fond politique, le deal de drogue, les terroristes, mais il n'y a pas de moralisation derrière. Tintin vit une aventure, il arrête des méchants. Donc, en soi, s'il y a un discours politique, ça c'est indéniable, on va pas rentrer dans un débat philosophique sur ça, mais Tintin vient pas dire à la fin ah là là, on a bien fait d'arrêter le deal de drogue que les terroristes libyens ils allaient faire et blablabli blablabla.
maintenant je suis quasiment sûr que si quelqu'un viendrait, il ferait le petit malin. Genre, faut que je fasse un truc que Hergé ne faisait pas. Et il essaierait de mettre une morale, et je pense que la grande force de Tintin, c'est ça. On peut le lire à peu près à n'importe quel moment, il y aura toujours des gentils et des méchants, mais on se dit pas « Ah là là, il avait bien eu raison d'arrêter cet accord qui allait signer l'indépendance de 2 pays en guerre, blablabla. Ah, l'écologie, c'est nul. » Enfin, c'est pas le credo de Tintin pour moi, et rajouter quelque chose dedans, ça ferait perdre un peu la magie du concept, quoi. On approfondira cette question dans la deuxième moitié, si vous le voulez bien. Pour l'heure, du coup, on s'écoute la pause musicale de milieu de débat qui, cette fois-ci, on l'espère, sera la bonne. À tout de suite. De retour dans Hyperlink. To go. Okay. Ça va et toi? Super. Très très bien. Bon, on est toujours de retour. On a beaucoup couru pendant cette pause, j'ai l'impression. Si vous étiez sur le chat, vous avez dû le voir. Voilà, la pause musicale tant attendue, tant espérée, elle a eu lieu. Plus John Williams que John Williams lui-même. Bon, les amis, on est parti pour la deuxième moitié du débat et on va relancer un extrait de notre interview avec Benoît Peters sur la question notamment de l'héritage de Tintin et des adaptations. Casterman a relancé les discussions autour du Thermo Zéro. Est-ce que d'autres auteurs vont reprendre le flambeau de Hergé d'après vous ? Non, je pense que Hergé a exprimé clairement la volonté qu'il n'y ait pas de nouvel album de bande dessinée Tintin après lui. Il peut y avoir des films, il peut y avoir une pièce de théâtre, un jeu vidéo, ce qu'on veut, mais pas un nouvel album de bande dessinée. Ce qui a été suggéré, c'est qu'il y avait un matériel très riche qui s'appelle Tintin et le Thermo Zéro, qui est une histoire que Hergé a envisagée un peu avant Tintin au Tibet, et puis un peu avant Les Bijoux de la Castafiore. Il s'y est repris 2 fois. Et ce matériel, qui comprend un scénario, un storyboard, et quelques planches crayonnées, mériterait d'être édité joliment. Le nouveau Tintin, c'est un fantasme dans la tête de beaucoup de lecteurs, mais je pense que de par la volonté des ayants droit d'une part, la Société Molassar et Madame Fanny Rodwell, mais d'autre part, par fidélité à ce qu'a dit Hergé, le nouveau Tintin, on n'est pas prêt de le voir. On verra peut-être plus rapidement un film Tintin, puisqu'il est Peter Jackson qui s'y intéresse et qui travaille en lien avec Spielberg, dit qu'il va le faire, qu'il a toujours l'intention de le faire. C'est vrai que ça traîne un peu, et donc on est pris entre l'envie et le doute. L'adaptation cinématographique de Steven Spielberg a beaucoup polarisé. Est-ce que pour vous c'est une trahison ou une fidélité à l'essence profonde de Tintin ? Tintin a conquis beaucoup de pays, mais jamais vraiment les États-Unis. Et Hergé rêvait, il avait même écrit à Walt Disney à un moment pour lui proposer une collaboration, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça n'intéressait pas du tout Disney, qui n'a même pas répondu. Les albums sont restés confidentiels aux États-Unis, ce qui désolait un peu Hergé. Et donc quand Spielberg, Hergé était encore vivant, a fait la première approche, peu après les aventuriers de l'Arche perdue et E.T., Hergé était tout content. Il s'est dit, on va conquérir enfin les États-Unis, et après le film, il y aura les albums. Ça s'est pas passé vraiment comme ça. Le film a bien marché, mais il a bien marché en Europe et en Asie, et pas tellement aux États-Unis. Et c'est pour ça que le film numéro 2, celui que devait réaliser Jackson, ne s'est pas fait tout de suite. Et puis bon, Jackson a eu d'autres projets, etc. Spielberg, je pense, a une admiration sincère, et Jackson aussi, sûrement une admiration sincère pour Hergé, mais des outils d'aujourd'hui tout différents, une habitude du public tout à fait différente. Et puis Tintin, c'est fondamentalement une bande dessinée. Et quand vous sortez Tintin de son langage, de son médium, il y a rapidement un problème, notamment parce que le trait d'Hergé, qu'on appelle quelquefois la ligne claire, il se tient à la lisière du réalisme et du dessin humoristique. Dans l'esthétique du cinéma, c'est très difficile. Alors on avait eu avant Spielberg des dessins animés d'un côté, des films avec comédiens de l'autre. Aucun des deux n'était tout à fait convaincant. Avec la motion picture, on s'est dit, ça y est, on a enfin la bonne solution, mais je trouve qu'il reste des fautes de goût, et je pense que le film vieillit plus vite que les albums d'Hergé. C'est comme si le capitaine Haddock se rasait. Le personnage de BD, il peut pas se raser. S'il porte un chapeau comme Tournesol, il doit garder son chapeau. Ça fait partie de lui. Mais ça passe très bien dans l'esthétique BD. Maintenant, quand vous avez un personnage style Tournesol dans un film, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Donc la BD a son propre univers, ses propres codes, qu'on accepte sans se sentir puéril, mais quand on les transporte
dans un autre médium, même le dessin animé qui est assez proche, ça change. Et par contre, quand vous avez Tex Avery, génie du dessin animé, ou bien d'autres, ils ont inventé un langage qui est un langage profondément adéquat au dessin animé. La transposition, l'adaptation, c'est toujours un peu plus délicat qu'on l'imagine. La transposition, l'adaptation, c'est toujours un peu plus délicat qu'on l'imagine. Cédric, je t'ai vu sursauter plus d'une fois pendant la réponse concernant... Non, j'ai sursauté que quand il a dit que ça vieillissait mal, parce que je trouve que ça vieillit pas mal du tout. Au contraire, c'est encore très très beau. Le film, il a 7 ans, il aurait pu être fait hier, quoi. Enfin, honnêtement, c'est un travail d'orfèvre. Mais sinon, je trouve... Non, je sais pas quel âge il a, ce Monsieur Peters. Un certain âge, ouais. Je trouve qu'il a un discours très moderne et très rationnel sur Tintin, parce que souvent, quand on est très fan... on est un peu très con, c'est le problème que j'ai avec les fans en général. Non mais c'est... Alors voilà, pour clarifier, le monsieur est consultant en tintinologie pour Casterman. Tu peux être consultant, c'est pas un problème. Voilà, quand tu es fan, tu es fanatique. Si tu es fanatique, tu es des fois aveuglé par un truc un peu divin qui des fois t'empêche de penser. Oui, mais lui-même est scénariste de bande dessinée. C'est un auteur, voilà, donc il a aussi un rapport à la création qui est indéniable. Et effectivement, il a travaillé au cinéma aussi. Il a travaillé au cinéma. Parce que son discours est très moderne, je trouve, et très concret. Bravo à lui. Christophe. Par rapport à... Enfin, je sais pas quelle est la question d'ailleurs. Non, mais je pensais que tu voulais encore... oui, mais alors après, lui, il est assez critique, effectivement. Il part du principe que rien n'est faisable ni en bande dessinée ni en disons que chaque médium animation. A son propre code, voilà. Et que du coup adapter Tintin sur un autre médium, ça revient forcément à sacrifier ce qui fait l'essence du travail d'Hergé, comme l'existence même de nouveaux albums. Moi j'aurais juste un petit bémol, et ça contredit même presque ce que je disais tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, que ça soit sous le médium bande dessinée ou médium animation ou film, ce qu'il faut, c'est que ça soit un travail d'auteur. Faut le voir comme des hommages, ou en tout cas des adaptations personnelles. Enfin, si on fait autre chose que on veut continuer la licence, on va droit dans le mur. Pour moi, il est impossible, comme on le disait tout à l'heure, de faire un nouvel album de Tintin. Par contre, d'avoir un album de Tintin par un autre auteur, on a eu le cas avec les Spirou. Ce moment, Blotch est en train de faire un Tiffet tondu personnel. Il y a les Lucky Luke, il y a des Marsupilami qui sont faits d'auteurs aussi. C'est quoi là, un auteur qui prend un univers pour raconter son histoire. C'est quelque chose qui est potentiellement faisable, mais attention, c'est extrêmement casse-gueule. En termes de films et d'animation, là, voilà, on a eu des exemples dans d'autres licences qui ont pu être catastrophiques comme très bonnes. Je prends Astérix. En dessin animé et en film, on a eu à la fois du très bon et aussi du très mauvais. Pour le film de Spielberg, je pense que Spielberg a voulu faire un film entre l'hommage et quelque chose de personnel. Et pour moi, là, je trouve la critique assez dure, même si je ne partage pas tous les choix de Spielberg sur le film. Toi, Chloé, tu as vu le film? Oui, je l'ai vu le film il y a quelques temps. Après moi, un de mes gros problèmes que j'ai toujours eu, c'est que je me rattache très très vite à l'esthétique. Donc pour moi, Tintin, c'est l'esthétique de Tintin et des planches de Tintin. Donc forcément, quand on se dit on va transposer Tintin sur un médium, donc un film, quelle technique utiliser? Film d'animation, film avec de vrais acteurs, ou justement du cross de la motion capture. De la motion capture. C'est difficile parce que Tintin, c'est un visage qui est indissociable de l'image de Tintin. Il est légendaire, donc c'est comme on peut pas prendre un Brad Pitt pour incarner un DiCaprio. En fait, ce sera un DiCaprio qui incarnera un DiCaprio. Et là, c'est Tintin qui doit incarner Tintin. Comment trouver un acteur qui puisse représenter Tintin? C'est pratiquement impossible. Il me semble qu'ils avaient pris celui qui jouait Billy Elliot, si je dis pas de bêtises. Originellement, tu veux dire non, mais pour la motion capture du film. Oui. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Benoît Peters, dans l'interview complète, du coup, lol, petit teasing, disait qu'il aurait bien vu Tintin joué par une fille pour la motion capture, justement. Oui. Ça rejoint ce que je disais au début. Et donc, pour continuer, et pour moi, la motion capture, pour moi, c'est pas vraiment une trahison par rapport à la BD, mais je trouve qu'on ressent pas exactement l'atmosphère de la BD, déjà de par les graphismes qu'on a sous les yeux, en fait. Je suis d'accord avec toi, Cédric, quand tu dis que le film n'a pas spécialement vieilli, parce qu'au niveau des techniques, en fait, il est encore très très regardable de nos jours, mais moi j'ai beaucoup de mal à l'identifier comme un Tintin, parce que j'ai beaucoup de mal à m'approprier les dessins comme étant du Tintin, parce que on sent pas trop la patte de Hergé là-dedans. Ce qui fait que c'est un bon moment, mais
Je sais pas, on peut aussi reprendre les Astérix pour ça en fait. Quand on voit les Astérix en 3D maintenant de nos jours, ça peut parfois paraître un petit peu bizarre, ou alors les adaptations vraiment cinématographiques avec de réels acteurs. Ça fait un décalage, donc moi je sais que j'ai moins de facilité à me plonger dedans et reconnaître ça comme une adaptation vraiment de l'œuvre en tant que telle. Disons qu'effectivement, si on définit Hergé, enfin, comme par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie, comme quelqu'un qui travaille une grammaire et qui travaille un style visuel, enfin la ligne claire on l'a suffisamment dit, effectivement la ligne claire ça consiste en quoi ? Ça consiste à égaliser les décors et les personnages avec une même épaisseur de traits et avec des aplats de couleurs. Au cinéma c'est très compliqué à faire parce qu'il y a des contraintes de lumière, de focale, il y a plein de choses à faire et donc l'animation pourrait apporter des outils potentiellement plus adaptés à ça. Alors oui, mais il y a un truc sur lequel je pense que tu te méprends, ou en tout cas tu as sorti un mot qui est grammaire. Et pour moi, la grammaire de Tintin, c'est pas la ligne claire, c'est la grammaire, c'est la mise en scène, donc les gags. Et je trouve qu'à ce niveau-là, l'esthétique et la grammaire. À ce niveau-là, Spielberg, il la respecte. La grammaire, elle est respectée. Par exemple, moi, un gag qui est propre à Tintin, c'est le gag qui est créé souvent sur le hors-champ. Par exemple, je sais pas, Haddock se casse la gueule dans l'escalier, on va pas voir sa chute, on va voir Tintin qui fait... Il y a une stupeur. Et les pieds de Haddock qui sont en train de tomber. Et les pieds de Haddock en train de tomber. Spielberg, il en fait plein des gags comme ça dans le film. Il y a plein de gags que tu vois à moitié. Tu vois machin qui tombe, machin qui se renverse. Il y a beaucoup de trucs joués. Enfin, pour moi, il a compris tous les codes. Effectivement, tu peux pas faire la ligne claire en 3D, mais si tu veux voir la ligne claire, lis les BD. Oui. En fait, c'est le concept même d'une adaptation. Si ça te fait chier, ne le regarde pas. Christophe ? Il y a eu la série animée d'Ellipse, produite par Ellipse, qui a essayé de toucher, de se rapprocher de la ligne claire pour faire l'animation. Quelque part, maintenant, alors c'était très bien pour les années 80. Honnêtement, faut penser aussi au public actuel. Ça reste assez lent et un peu passé. Alors la motion picture, pourquoi pas ? Enfin, je dirais que pour moi, quelle que soit la technique, voilà, il faut que ce soit la vision d'un auteur et il faut respecter avant tout. Le plus dur pour l'adaptation, c'est de respecter l'esprit des personnages. C'est ça, on ne peut pas faire dire n'importe quoi, ni faire n'importe quoi à Haddock, ni à Tournesol, même à Milou, toi. C'est ça qui est important et c'est pour moi le plus dur d'une adaptation. Après, le fait de faire un choix entre est-ce qu'on fait du pur animé, est-ce qu'on fait que du live, parce qu'il y a eu des films de live qui ont été faits à l'époque du vivant même de La Toison d'Or et les Oranges Bleues. Et là, Hergé adorait le comédien qui représentait Tintin, qui était un moniteur de natation, je crois. Et voilà. Donc du coup, tu vois, le gars n'était pas du tout comédien. Donc, alors le film a fait... Ça se sent. Voilà. Mais tu vois, à force de vouloir absolument représenter l'image du personnage, finalement, on passe un peu à côté peut-être. Parce qu'il faut effectivement savoir jouer. La voix ne sera jamais la même. Mais c'est très compliqué. Je trouve que Spielberg là-dessus, il a fait un film extrêmement européen. Oui, mais surtout il y a un truc, c'est que la ligne claire, c'est anti-action au possible. Enfin, c'est un style très statique. C'est du posing pur. C'est très statique. Alors comment tu veux faire un film qu'en statique ? Enfin, c'est pas possible. Il faut créer de l'action. Donc, n'oublions pas, il l'a dit dans l'interview, Monsieur Peters, mais je connais pas son prénom, donc ce sera Monsieur Peters. Benoît Peters. Hergé, il voulait que ce soit Spielberg. Il a vu les films de Spielberg. Son conseiller à l'époque, il était allé voir Spielberg. Il lui avait dit ça a l'air d'être quelqu'un de bien. En tout cas, il a lu vos albums. Il n'y a pas un mauvais fond derrière lui, mais méfiez-vous, c'est les Américains. Profitons-en pour rappeler qu'il n'avait pas lu Tintin au moment de faire Indiana Jones. Oui, tout à fait. Ça, c'est un truc désamorçons déjà la légende urbaine. Beaucoup de gens pensent que c'est ça. En fait, l'inspiration pour Indiana Jones, c'est Picsou. Et Picsou, et on en reparlera un tout petit peu après, mais je pense que Picsou et Tintin ont des héritiers communs. Donc en fait, c'est des cousins un petit peu. Donc bon, tout se recoupe, mais tout ça pour dire que Hergé, il a dit que non, mais on va lui faire confiance parce que c'est un auteur, c'est un grand réalisateur, et regardez Duel. Il disait regardez Les Dents de la Mer, regardez Duel, regardez Rencontre du troisième type. Mais voilà, ça c'est une histoire, ça c'est de l'action. Il sait mettre en scène. Donc à partir du moment où le créateur de Tintin t'adoube ce mec-là, et 40 ans après, il continue à faire des chefs-d'œuvre, n'en déplaise au troll de Ready Player One. Même Lincoln, mais prenez un film anti-dramatique, prenez Lincoln, c'est fou. Non mais voilà. Non mais effectivement tu as raison, ce qui est intéressant c'est effectivement que Spielberg ait fait un film européen, alors quand même à l'époque de Duel, il est adoubé.
alors même qu'il travaille avec Truffaut, donc quelque part il y a quand même il y a un lien à l'Europe qui est quand même assez prégnant. On a sur le chat Phenom qui grillait ma cartouche, mais bon c'est pas très grave. Je rêve d'un Tintin dans le style de Spider-Verse. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui l'animation est mûre pour traiter les conventions de la bande dessinée au cinéma avec ce genre de film ? Je pense qu'il faudrait peut-être pas commencer directement avec Tintin sur ça, parce que justement, si ça fonctionne pas, ce serait dommage que ce soit complètement grillé. On attend encore quelques années, il faudrait qu'il y ait déjà quelques petites expériences qui se fassent, et je pense que là, on pourra vraiment faire quelque chose de beaucoup plus fidèle. Mais surtout, c'est pas assez pulp Tintin, quoi. Spider-Verse, ça marche parce que c'est ultra pulp. Tu veux un truc comme ça, faut prendre du Spirou pour le coup, qui peut évoluer et qui a une mutation permanente. Tintin, c'est fixe. C'est-à-dire que Tintin en Spider-Verse, ça va faire South Park, quoi. Ils vont être très saccadés, les personnages. Qu'est-ce que tu veux donner à ça ? Je visualise très très bien. Haddock, Cartman, même combat. Passons un petit peu. Tu mentionnais les cousins de Tintin. Voilà, d'après vous, qui sont les héritiers de Tintin ? Qui sont ses cousins ? Même tout simplement, on peut peut-être commencer par Picsou, vu que tu l'as déjà abordé. Qu'est-ce qui relie Picsou à Tintin, d'après toi ? C'est l'aventure, c'est l'épique, c'est le fait que quand Picsou est créé, c'est un personnage un peu secondaire pour une histoire liée à Donald. Attention, tu parles de celui de Barks ou de Don Rosa ? De Barks. Rosa, c'est arrivé un peu plus tard, c'est dans les années 80, Barks. Oui, justement, parce que Don Rosa a un rapport à l'aventure. Mais Barks, même pas que Barks, tu regardes tous les Italiens qui ont bossé sur Mickey Magazine, Picsou Magazine et ainsi de suite. Les aventures de Picsou, en fait, il a pris un tournant, un développement assez original, et c'est Barks à qui on doit ça, qui a commencé à se dire ce mec là il est richissime, comme il veut plus d'argent, et il va aller piller les trésors du monde entier, donc il devient un aventurier, il devient un Alan Quatermain, parce que Alan Quatermain, les mines du roi Salomon, tous ces films d'aventure qui étaient présents aux States dans la culture pulp, donc vraiment on parle de pulp comics, de romans pulp, ils l'ont retranscrété dans Picsou. Et ça donne qui fait par exemple ce que je leur disais, ce que je disais en off, c'est que le plan très célèbre d'Indiana Jones qui court pour pas se faire écraser par l'énorme boule, c'est un plan qui vient d'une 2D de Karl Barks. Chloé ? Moi, j'avais envie de parler de Black et Mortimer en fait en tant qu'héritier à proprement parler, étant donné que c'était donc Edgar Jacobs qui avait travaillé en fait sur quelques planches de Tintin avec Hergé en tant que coloriste, mais quand Hergé avait refusé de le créditer, il est parti, il a créé sa propre bande dessinée. Mais on sent quand même quelques petites similitudes. Certes, le style de Black et Mortimer est un peu plus réaliste, il s'adresse à un public un peu plus mûr, ce sera plutôt des adolescents / adultes plutôt que c'est des plus enfants. Edgy que Tintin. Exactement. Avec un petit peu plus de détails, mais on sent quand même une patte en fait. On sent qu'il y avait le maître Hergé et puis ça a créé cette ligne-là. Donc pour toi, c'est Christophe. Non, pour moi, Black et Mortimer, c'est les cousins, parce que il faut savoir que c'est pas les héritiers. Jacobs, pour moi, n'est pas un héritier d'Hergé, parce que déjà, ils sont de la même génération. Hergé était légèrement plus jeune, il avait 3 ans de moins que Jacobs. Qu'effectivement, Jacobs a travaillé avec Hergé, mais pas en tant que collaborateur. C'était plus des amis, etc. Et effectivement, ils ont travaillé ensemble, mais à égalité. Donc quelque part, pour moi, Black et Mortimer, c'est un cousin par rapport aux autres gens qui ont ensuite travaillé pour Hergé, qui eux étaient vraiment des collaborateurs. D'ailleurs, ils parlaient toujours d'eux en termes de collaborateurs. Eux, ils disaient le patron. Ça n'a jamais été la relation entre Jacobs et Hergé. Et effectivement, après, tu as toute une génération qui a travaillé sur la ligne claire. D'ailleurs, les gens qui travaillaient pour Hergé devaient faire la ligne claire. Hergé, des gens qui avaient des dessins, des styles un peu plus personnels, pouvaient pas travailler avec lui. Enfin, c'était beaucoup plus difficile. Donc après, les héritiers, quelque part, c'est tous les auteurs actuels ont tous lu du Tintin. Maintenant, lesquels ont été influencés ou pas, c'est compliqué, puisqu'après, il y a de génération en génération. Hergé a créé une grammaire qui maintenant est réutilisée par à peu près tout le monde. Donc du coup, quelque part, c'est là où je dis tout le monde est un héritier, mais en même temps, tout le monde n'a peut-être pas conscience d'être un héritier d'Hergé. Effectivement, ce sera peut-être le mot de la fin, parce qu'on me fait signe que l'heure tourne, vu qu'effectivement on a commencé en retard, donc les heures du conducteur ne sont pas les bonnes. Merci Christophe, merci Chloé, merci Cédric.
pour ce débat. On n'a pas forcément pu parler des jeux vidéo Tintin, mais on en parlera peut-être à une autre occasion. C'était dur, c'était un peu nul des fois. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, mais voilà, si vous avez envie de parler des héritiers de Tintin dans le jeu vidéo, je vous redirigerai vers l'émission qu'on avait consacrée à Telltale et LucasArts sur le jeu d'aventure et le jeu narratif, justement, où on décortiquait un petit peu tout ça, parce qu'à mon avis, voilà, c'est peut-être les meilleurs héritiers de la grammaire de Tintin dans l'univers du jeu vidéo. Mais pour l'heure, voilà, c'est pas terminé. Je vois Sébastien qui sourit de l'autre côté de la vitre. Est-ce qu'il veut bien nous rejoindre? Car c'est l'heure du quiz musical. Et alors, le quiz musical cette semaine, on l'avait teasé en amont. Ça devait s'appeler la tarte Tintin et j'aurais dû faire les morceaux en mode Tintin, mais je suis tombé malade cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de les enregistrer. Je comptais faire avec plusieurs pistes et tout, un truc assez chiadé, mais c'est voilà. Non, vraiment en mode smooth moi quand tu m'as dit, je croyais que t'allais le faire sur le plateau. Ah non, enregistré proprement et tout, la totale. Mais au final, ce ne sera pas ça. C'est un quiz consacré globalement au Globetrotter et le calembour me viendra plus tard, tout simplement. Donc Sébastien, tu nous as rejoint en plateau, comment ça va? Bah ça va, il fait beau, on est bien. Il fait pas très beau. J'essaye d'égayer les choses, d'accord. Voilà. Bon, on rappelle donc le concept de ce quiz musical. On a 5 morceaux, 1 point par bonne réponse, 2 équipes, l'équipe bleue avec Chloé et Christophe, l'équipe rouge avec Sébastien et Cédric. Quand vous gourrez, la parole va à l'équipe d'en face, comme ça tout le monde ne se chevauche pas, tout le monde ne se parle pas les uns sur les autres. On masque les écrans avec des feuilles, s'il vous plaît. Moi j'ai que le conducteur. Écoutez, vous prenez un thème de Tintin et vous l'appelez. Voilà, non mais il y a que le conducteur sur les écrans. Ouais. Ah oui, non mais voilà, vous cachez les écrans, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que voilà, j'ai vu des invités qui regardaient les écrans comme ça. On va pas donner de nom. On va pas donner de nom, mais voilà, on les connaît. Vous avez les replays, hein, évidemment, sur YouTube, toutes les semaines, sur VL et sur YouTube. Ouais, trop bien. Autopromo, autoréférencement, c'est fantastique. On est parti pour le premier morceau. C'est un dessin animé. Diffusé sur France 3 dans les minicums à la fin des années 90. C'est très sympa en tout cas. Je ne vois pas du tout. Black et Mortimer. Black et Mortimer. C'est le générique d'ouverture de Black et Mortimer, composé par Jean-Claude Deblay et Laurent Romain. Donc le générique de Black et Mortimer, tout simplement. Il y a une très bonne réorchestration sur YouTube que je vous invite à regarder ou à écouter en tout cas. Très sympathique, ma foi. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. DuckTales, la bande à Picsou. La version de ce que j'entends de cette année, enfin de l'année dernière, donc 2017-2018. Très bien, effectivement, c'est DuckTales, la bande à Picsou. Très bien. Voilà, tu veux la faire, Moi je connais la vieille version, mais pas celle-ci. Voilà, c'est la nouvelle version en fait. Justement, c'est le même générique. Justement, oui, en aplat de couleur. Les paroles, mais... En aplat de couleur, voilà, peut-être, je ne sais pas. Ligne claire. Ligne claire. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des trames, donc c'est pas de la ligne claire. Oui. C'est très joli par contre. Voilà, très joli. La nouvelle série est très belle. Très bien. Donc effectivement, des Globetrotters, en voiture, voilà, des pillards un peu aussi, faut le rappeler. Mais voilà, donc composé par Mark Muller et réinterprété par Felicia Barton pour la version 2017 de DuckTales. 2-0 pour l'équipe rouge. Troisième morceau. C'est bien ce truc. Cédric, là, un peu de clémence quand même. Uncharted. J'étais quasiment sûr, mais bon. Bon, c'était le thème principal d'Uncharted, voilà, composé par Greg Edmondson en 2006-2007. Cédric, il en a rien à faire d'écraser les gens, d'accord. Voilà. Il est là, il a dit, moi je vais tout gagner. Il faut savoir qu'à chaque fois que je viens, je gagne. C'est très rare que je perde de toute façon. Est-ce que je suis une pute? À vous de le voir dans les forums. Voilà, on fera une story Instagram avec un petit sondage, comme ça on verra. Très bien. On embrasse Hortense au passage. 3-0 pour l'équipe rouge. Mais non, Hortense qui s'occupe de notre Instagram, si vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est lui, hein? Cédric, je retire le point. Ton enchaînement, il est horrible. Je retire le point. Je retire le point. C'est ton enchaînement qui est horrible. Je retire le point. Tout ça pour pas que je gagne. Voilà, 2-1 pour l'équipe rouge. Donc, quatrième morceau, mon Dieu. Super Mario Odyssey.
Super Mario Odyssey, bravo. En termes de Club Trotter, je pense que ça se pose là. Super Mario Odyssey, donc le niveau Jurassic Park, le niveau du tyrannosaure immaniable, le niveau de la meilleure mauvaise idée du jeu. J'ai laissé 5 secondes quand même avant de répondre, parce que là je pouvais répondre Day One, des minutes. Oui, bon. Donc c'était Super Mario Odyssey, jeu sorti sur Switch en 2017. Déjà, mon Dieu, ça commence à tourner. Composé par Naoto, je l'avais sous les yeux, Naoto Kubo, Fossil Falls sur la bande-son de Super Mario Odyssey sorti sur Switch. 3-1 pour l'équipe rouge. Dernier morceau. Je suis avec vous, l'équipe bleue. Vous pouvez le faire. C'est très sympa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, à mon avis, c'est un dessin animé. Non. C'est un jeu ? Alors, c'est un jeu vidéo. Ça, c'est un jeu vidéo. Ah bah alors, est-ce que ce serait pas un jeu vidéo ? Allez, je pense que c'est Tintin au Tibet. C'est Tintin au Tibet, bravo. J'allais sortir l'indice suprême, à savoir chemise hawaïenne, et décibels. Voilà. Donc c'est Tintin au Tibet. J'ai jamais joué à celui-là. Je t'avoue qu'il me donnait pas envie. Ah mais a raison. Voilà, donc c'est Tintin au Tibet sur Super NES et Mega Drive, donc un jeu absolument imbitable, absolument atroce, mais néanmoins devenu culte pour une grande partie des amateurs de Tintin et des amateurs de jeux vidéo et des amateurs plus simplement du joueur du grenier. Voilà, c'est le premier jeu. Les amateurs de SM aussi. aussi effectivement. Voilà. Donc c'est un niveau absolument atroce où il faut se baisser sous les plateaux des serveurs, etc. pour aller retrouver le capitaine Haddock avec des piliers, des trucs au premier plan, un truc absolument abominable. Des enchaînements d'immondices de toute façon. Voilà. Mais en revanche, le jeu était assez joli. Pixel art assez joli. Pour le coup, le pixel clair, peut-être. Voilà. Donc on tient quelque chose. On ne s'arrête jamais. Donc 4-1 pour l'équipe rouge. C'est sur ce score que se termine le quiz musical. Merci. Et c'est l'heure des recommandations. En avez-vous, Chloé ? Des recommandations là comme ça tout de suite. Non, je passe la main et puis on revient sur moi. Christophe. Camolox. Vous me donnez ça comme ça d'un coup. C'est écrit sur le conducteur. C'est exact. Bon, bah, pour ceux qui l'ont pas lu, on va parler bande dessinée, peut-être franco-belge. Ouais. Il y a eu un superbe bouquin qui est sorti à la fin de l'année 2018 qui s'appelle L'âge d'or de Cyril Pedrosa, et je ne me souviens jamais de sa compagne qui est la scénariste, et ça a été édité aux éditions du Pouy, et c'est un vrai petit bijou. Très bien, très bien. Alors, en attendant que Chloé reboot, Sébastien, as-tu une reco ? Je sais pas si je l'ai pas déjà fait dans une autre émission, mais c'était Number 5 de Taiyu Matsumoto. C'est un manga évidemment. Alors pourquoi je le conseille, c'est que il reprend un peu le style de Mobius. Dans son manga, c'est assez excellent. C'est un peu lunaire par contre comme style, c'est un peu cher d'ailleurs, mais il va être réédité notamment parce qu'il sera à Angoulême cette année. Voilà. Donc ceux qui peuvent aller à Angoulême, vous avez de la chance. Vous entendez pas nous. Voilà. C'est bon. Pas cette vous avez année, de la chance, malheureusement. je vous le dis. On sera peut-être à d'autres festivals, hein. Ah, les plus beaux, notamment. Les plus beaux festivals, notamment. Hein. Faut pas le dire. Cédric. Et ben Monsieur Bobine, il a sorti une nouvelle vidéo. Donc je recommande la nouvelle vidéo de Monsieur Bobine. Mais si, parce que Monsieur Bobine c'est génial. Non. Et alors, une autre chaîne cinéma qui avait pas fait de vidéo depuis plusieurs mois, c'est Cinéma avec un S et un C ensuite. C'est génial, il a fait une vidéo où il essaye de calculer l'énergie que produisent les cris des enfants dans Monstres et compagnie pour alimenter la ville. Est-ce qu'on pourrait sauver la planète avec les cris des enfants ? Et comment ça marche Donc d'ailleurs ? t'es en train de me dire que c'est un game theory français pour le cinéma ? Oui, on peut le dire comme ça si tu veux. Il calcule la force du vent pour faire soulever Mary Poppins, la puissance de la force de Yoda, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est très documenté. Et à côté de ça, il fait des petits hors-sujets sur les techniques de cinéma, par exemple, comment est-ce qu'on fait l'eau en 3D dans le cinéma, dans Pirates des Caraïbes, comment ça a été modélisé, ou le numérique. Est-ce que, enfin, tout le processus sur le numérique, et il montre entre autres des images numériques analogiques qui sont identiques et donc qui taisent le débat absolument de l'analogique, la pellicule c'est mieux que le numérique, parce qu'en fait si tu le calcules bien, si tu mets les bons process dans ta machine, dans tes objectifs, tu peux avoir une image péloche parfaite. Voilà, donc non, et ce mec est tout seul et il fait un boulot de dingue. Rappelons que les cinéastes sont des artisans qui ont des outils et un savoir-faire. Voilà. Chloé. Ouais, donc ça y est, moi c'est bon, j'ai réfléchi et j'ai trouvé quelque chose. On va partir plutôt sur du cinéma. La recommandation a déjà peut-être été faite, mais mieux vaut deux fois qu'une. Allez voir Edmond au cinéma. Donc pour ceux qui ne sauraient pas trop, c'est comment l'écrivain de Cyrano de Bergerac a écrit la pièce en un temps record. Il est formidable. Franchement, ça vaut le coup du billet. Go.
Très bien, très bien. Moi, ma reco, elle va être très très simple parce que cette semaine, j'ai vu un peu un film carcéral assez voilà. Mais non, on discutera après l'émission, c'est pas grave. Mais voilà, disons que Glass m'a rappelé l'existence d'un film qui s'appelle Bronson. De Nicolas Winding Refn, et tant qu'à faire, quitte à voir un surhomme péter un câble entre quatre murs, ce film me paraît tout désigné, notamment c'est la performance qui a fait connaître Tom Hardy en 2009, film absolument fou, absolument incroyable sur une histoire vraie, faut le rappeler, hein, Bronson a vraiment existé, et toute mise en abîme également de la condition de l'artiste enfermé dans des carcans d'une société qui refuse de le laisser le canaliser comme il l'entend. Et le dernier bon film de Nicolas Winding Refn d'ailleurs. On en reparlera. Allez, alors là, c'est vraiment. Salut les gens. Ah ouais, je suis pas d'accord. Alors, Ildebrando, on t'embrasse très fort. C'est tout pour ce numéro, les amis, comme le dit la phrase consacrée. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 80 d'Hyperlink qui a survécu à absolument tout. Absolument tout. Et désolé pour ce qui va apparaître sur le spectre de l'enregistrement. Christophe, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur Strip Track, donc on a une page Facebook et puis on est sur aussi le site Strip Track. Vous avez un lien, donc voilà, c'est le lien Strip Track. Très bien. Je cale également un reco de Phenom qui nous dit que le château de Cagliostro est une adaptation non officielle de Tintin sur pas mal d'aspects, et il a à peu près raison, d'autant qu'il ressort au cinéma dans pas très longtemps si je dis pas de bêtises. Voilà, petite reco insérée à la dernière minute. Chloé, on peut te retrouver où? Moi sur Twitter, @sumforea. Par contre, je retweete principalement des jeux concours pour des jeux vidéo, et puis je mets des photos de mon chat, hein, je préviens, donc rien de très très fantastique. Mais voilà, c'est là que vous pourrez me trouver. Tu retweets le lien du replay. Puis sinon, mon numéro c'est le 0. Mais tu retweets le lien du replay. Exactement. Ok, cligne 2 fois à la caméra pour dire que tu n'es pas séquestré. Sébastien. Oui, bah moi je suis toujours sur Twitter, @0ras. Voilà. Et il n'a pas cligné, donc il n'est pas séquestré non plus. Cédric. Et ben moi chez moi, parce qu'après ce que j'ai fait dans cette prestation d'émission, je pense que c'est ma dernière. Donc, et voilà, sinon sur Twitter, ce Mangacast comme d'habitude, on vient de sortir un débat. Est-ce que l'animation japonaise existe encore? Avec l'internationalisation des studios, tout ça, les freelances, tout ça. Voilà. Un bon petit débat à suivre, à n'en pas douter. Moi, quant à moi, vous me retrouvez ici à peu près toutes les semaines, et sur Sens Critique où je note, sous-note et surnote beaucoup trop de choses. Voilà, c'est tout. Merci à tout le monde pour nous avoir suivis sur ce numéro assez exceptionnel sur pas mal d'aspects. On se retrouve la semaine prochaine pour parler, tenez-vous bien, de zombies. A plus. Adieu. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.